Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Plein Cadre, le podcast de Martin Eden. Et aujourd'hui, on est avec Moriarty. Bonjour Moriarty. Bonjour, vous êtes le vrai Martin Eden ? Oui, bannissez-moi ce connard. Ah, Alors aujourd'hui, on est invités. Les invités sont toujours de qualité ici, en tout cas, oui. en tout cas, j'espère, à travers je vos. suis de qualité, appellation d'origine contrôlée, Cookland, il n'y a pas de problème. D'accord, je vois que Et Madame. Non, mon grand-père était anarchiste anticlérical, ça va. D'accord. Donc, je vois que Madame Chose du 50 en termes de cheville, ok, mais mais comment dirais-je, là, aujourd'hui, c'est l'association de malfaiteurs avec Misandry, qui est une personnalité un peu connue d'Internet, en tout cas d'une certaine sphère, en tout cas connu. On va dire que voilà, c'est le représentant de la zététique serbe ne te connaît que trop bien, on va dire. Certains, oui, voilà. Certains diraient qu'il maudit ton nom sur 50 générations, mais après, je voudrais pas aller plus en avant, quoi. Oui, on va pas aller plus en avant, puis de toute façon, je t'ai dit, le net drop, je suis pas trop pour ça. Et puis, on va laisser ce mec-là où il est, hein. On s'en fout de lui, il nous intéresse pas. Le bullshit, à la limite, qu'il charrie, mais il est pas le seul, nous intéresse. Et c'est pour ça que je suis pas trop pour le name drop, c'est parce que je pense qu'il faut plus faire du bullshit drop. D'accord. Voilà, faut bien se concentrer sur l'essence même du truc, parce que là, dans le livre qui nous intéresse d'ailleurs, ça parle du problème de la personnification des acteurs de la vie politique, de la vie civile, etc. Personnifier quelqu'un pour ses idées, enfin personnifier une idée, ça empêche de combattre d'abord l'idée, on se met à combattre la personne et on peut perdre de vue le problème réel qui est le bullshit en question. Totalement. Donc aujourd'hui, on va reprendre, vu que la période actuelle en 2026, on est retourné dans une certaine forme de confusionnisme sur les internets. En tout cas, j'ai senti une grosse perturbation dans la force en mi-2025 en me disant quand même, faudra peut-être que je retraite du confusionnisme parce que face aux errances de la Zawa Prod, aux susboules de la Paduti, mais puis aux divers connards à droite à gauche, surtout à gauche, eh bien, je me suis dit... Oui, pardon. Tu t'es dit qu'il fallait que l'on dépasse le marxisme rabougri. Appelle-moi Mélenchon, voilà. Je suis la République. Et donc face à ça, je suis la République. Et donc par rapport à ça, je me suis dit tiens, faudrait que je retraite un petit peu du confusionnisme sur le podcast parce que les anciens et les anciennes du podcast savent que Philippe Courcuff, avec son livre La Grande Confusion, a été le premier universitaire que j'ai invité sur cette chaîne. Et je me suis dit le podcast, il est bien. Mais je me suis dit, il y a peut-être moyen. Il s'est passé des choses. Voilà, il s'est passé des choses. Et donc, je me suis dit, on va reparler de ce livre-là avec quelqu'un d'Internet et on va essayer de teinter ce livre avec la culture Internet de 2026. Donc, en fait, on va prendre ce bouquin, mais si vous captez rien à YouTube, rien au Twitch Game, rien aux gauchistes game internet en général, c'est sûr que là, ça va vous paraître extrêmement obscur. On va essayer d'être pédagogue le plus possible pour expliquer qui est qui, et surtout qu'on va parler des idées, comme l'a dit Misandry par rapport à ça, on va parler des idées et pas toute la personne. Même malgré tout, Internet est peuplé d'individus, de discours, oui, mais d'individus aussi, et les discours sont rattachés aux individus, donc il y aura quand même une forme d'identification, mais on va pas essayer de trop s'attacher aux moqueries que je peux faire preuve par rapport à certains créateurs de contenu, ou créatrices aussi d'ailleurs, mais comment dirais-je, donc j'avais dans l'idée d'inviter Misandry pour vu que c'est la première intrigante à gauche par rapport à ça, donc je me suis dit ça serait super intéressant de la voir pour parler du confusionnisme, et donc plus de 5 mois après, te voici ici. Voilà. Ah ouais, alors non, c'était quand même un peu compliqué à réussir à se trouver des horaires et tout. Maintenant, j'ai des heures de crèche, c'est bien. Je dispose d'un temps limité, il faut qu'on avance. Donc, ce que je te proposerais, c'est de commencer par définir un peu ce qu'il entend par confusionniste, enfin, comment il le définit entre les lignes dans l'introduction, comme je te disais tout à l'heure. Moi, j'aurais envie de le résumer comme le confusionnisme. C'est une stratégie qui permet à l'extrême droite, mais particulièrement au fascisme, de faire en sorte que ces thèmes centraux paraissent légitimes dans les débats publics. Totalement. Moi, je suis d'accord avec c'est une définition un peu raccourcie, mais je suis assez d'accord. C'est un résumé. Hein. C'est raccourci Herman Durkheim, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des prétentions, comme sera le début en 2009 qui parlait de lutte des classes, pour mieux dire oui, le complot sioniste, donc les complots juifs, etc., etc. Donc effectivement, il empruntait
on va dire des verbes de gauche, mais en tout cas des mots de gauche pour les injecter du poison brun et pour finalement, une fois que le gauchisme s'est dissous, il reste plus que le brun en fait, tout simplement dans les idées. Il y a de ça et comment dire, il y a aussi un côté, on le voit là-dedans sur le confusionnisme, de valoriser l'ultraconservatisme, notamment par l'idée que l'angoisse des changements sociétaux, des changements culturels, etc., et de la marche du progrès, par rapport à tous ces changements, serait une angoisse légitime et que donc le remède à ça, ce serait une forme d'idéologie rétrograde, de retour aux sources, etc., qui permet de manière insidieuse de légitimer le retour notamment à des black borders, à de l'homophobie, à de la grossophobie, à du validisme, à de l'antisémitisme, etc., sous diverses formes, et de rendre ça, j'allais dire, anodin comme ça pouvait l'être genre dans les années 70. Totalement. Il y a vraiment cette anti-révolution-là, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, tu vois, cette réactance brune. Ah, ils veulent un retour à l'ordre. Pour eux, l'ordre est au-dessus de l'égalité en termes de priorité sociale, en fait, tout simplement, quoi. Exactement. Avec notamment la fameuse théorie du fer à cheval, qui essaye d'appliquer une forme de paradoxe saurite. Alors le paradoxe saurite, c'est le paradoxe du tas de sable. Quand on met un grain de sable plus un grain de sable plus un grain de sable, c'est quelques grains de sable. Au bout d'un moment, ça fait un tas de sable. Et à quel moment ces quelques grains de sable deviennent un tas de sable? Il y a une limite floue. Donc une espèce de pseudo-paradoxe saurite, comme quoi il y aurait une continuité entre la gauche très radicale et l'extrême droite, qui se rejoindraient, mais sans passer par le reste des politiques. Et on a un problème avec cette thèse du fer à cheval, un problème qu'il faut traiter sans concession, c'est qu'il y a effectivement, parfois, on peut relever des sorties à gauche, hors contexte, on ne peut pas les distinguer d'une sortie potentiellement de facho. Non, mais c'est vrai c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et puis même d'ailleurs, ça rejoint la thématique, tu sais, la théorie des trois droites, légitimistes, orléanistes et bonapartistes, si je dis pas de bêtises. Et oui, ça rejoint le débat avec Ziv Sternel qui disait je sais plus quel est l'auteur de la thèse des trois droites, je sais plus le nom. Je crois que c'était un bouquin des années 50. Enfin bref. Et justement, Ziv Sternel, qui est un historien franco-israélien. Oui, mais calmez-vous, il était israélo-critique, voilà, calmez-vous. Ah non, mais alors attends, mais à propos de ça, tu sais que c'est une forme de confusionnisme de lier absolument la communauté juive aux Israéliens. On est sur quelque chose qui fait référence à au trope basique anti-Dreyfusard du juif qui serait par essence un étranger. Oui. Alors, désolé, j'ai trop loin tout de suite. C'est ça. On parlera de l'antisémitisme à gauche une autre fois. Mais je suis totalement d'accord. Et je pense que même ça serait la thématique aussi du confusionnisme. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, Ziv Sternel, par rapport à ce débat sur la philosophie politique, Ziv Sternel était un historien. Ziv Sternel, pour se situer, c'est celui qui a écrit Ni droite ni gauche, idéologie fasciste en France. Bouquin d'édition poche, 800 pages. Je l'ai lu. Putain, il est dense. Mais il a sorti un autre livre beaucoup plus méconnu, mais beaucoup plus intéressant, je trouve, qui est la droite révolutionnaire. Parce que effectivement, Ziv Sternel avait théorisé, oui, sur la théorie des trois droites, il manque le fascisme. Effectivement, le fascisme peut piocher ponctuellement un peu dans le bonapartisme, un peu à droite à gauche, mais il n'était pas théorisé en tant que tel dans la théorie des trois droites. Après, on pourrait me dire que le fascisme est de gauche, mais là, j'ai envie de dire, bon, informer le milieu universitaire pour changer le consensus, faut que ça devienne du courage. C'est comme les gars qui veulent dire que la Terre est plate, mais enfin bref, c'est un autre sujet. Et donc, à travers ce livre, La droite révolutionnaire, Sternel avait clairement établi qu'il y avait par moments des porosités entre la gauche révolutionnaire et la droite révolutionnaire, et notamment à travers des moments comme le général Boulanger, où effectivement là il y a une forme de les révolutionnaires entre guillemets de droite. Enfin, à l'époque du général Boulanger, il n'y avait pas encore du fascisme en tant que tel, il y avait du proto-fascisme, un aspect révolutionnaire pour changer la société, d'un retour à l'ordre, etc. Mais à l'époque c'était pas forcément du fascisme, mais disons qu'il y avait un petit quelque chose, on va dire, de cet ordre-là, où les révolutionnaires de droite et de gauche pouvaient tendanciellement s'entendre pour renverser l'ordre établi. Et après, j'ai envie de dire, ça serait un énorme battle royal. Il y a eu aussi, peut-être au début du XXe siècle, le cercle Proudhon, du syndicalisme, enfin même le rapprochement du
d'un certain syndicalisme révolutionnaire qui s'est rapproché des monarchistes pour convenir d'une révolution. Il y a eu aussi le cas fameux de Jacques Doriot, l'ancien numéro 2 du PCF, qui est devenu peut-être le plus gros fasciste des années 40, le plus gros collabo fasciste. Mais il y en a d'autres des exemples. Il y a aussi Pierre Guillaume, ancien militant proche des situationnistes dans les années 60, qui est devenu le bras droit de Forisson. On pourrait parler aussi de Marcel Déat, à l'époque de Jacques Doriot, qui était le numéro 2 du Parti socialiste de l'époque, je ne sais plus lequel, ou peut-être je ne sais plus, mais en tout cas, il est considéré comme un socialiste extrêmement important de son époque et qui, lui, a totalement sombré dans le fascisme aussi, au même titre que Doriot. D'ailleurs, les deux se détestaient de manière extrêmement véhémente parce que Doriot était plutôt un tribun issu du prolétariat, clairement révolutionnaire, clairement un homme du peuple, c'est comme ça. Et là où Marcel Déat, c'était plutôt un intellectuel, plutôt un gars de Sciences Po, plus bourgeois dans son essence, on va dire. Et donc les deux se détestaient cordialement, bien que les deux, d'un point de vue réactionnaire, s'entendaient sur l'essentiel quelque part. Et donc par rapport à ça, oui, il y a comme une longue, et donc dans ce débat éternel, je conseille ce livre, La droite révolutionnaire, qui est un super livre. Et je sais aussi, c'est le livre préféré du camarade Denis Cherby, qu'on salue aussi. Faudrait que je l'invite aussi, c'est l'expérience le temps, pour qu'on parle de ce livre, parce que c'est son livre préféré. On s'est entendu sur ce livre-là. Et donc, ce livre-là montre qu'il y a une droite révolutionnaire parce qu'on dit conservateur, on s'imagine, oui, ce sont des gens qui veulent conserver la société telle qu'elle est. Alors oui, c'est pas forcément. Je serais tenté de dire oui. Alors oui, mais il y a d'autres groupes aussi. Donc voilà. Le petit rappel historique. Il y a des nuances d'ailleurs dans l'introduction. Il dit qu'il faut se méfier de la caricature parce que la caricature empêche de voir les nuances et que si on voit pas les nuances, c'est quand même difficile d'apporter une réponse pertinente. Ou peut-être compléter tout simplement, parce que quand on dit conservateur, en général, la droite veut conserver l'État tel qu'il est, conserver le statu quo. En soi, c'est vrai. Mais ce n'est pas toute la droite, ce n'est pas toutes les droites. Voilà, tout simplement. Mais il y a aussi le côté du passé fantasmé, parce que typiquement, la mouvance des tradwives, quand tu regardes ce truc, ça n'a jamais existé. C'est un fantasme du passé, mais en fait, d'une certaine manière, culturellement, leur truc de tradwife, il est certes conservateur, mais il est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'ils essayent de créer un truc qui n'a jamais existé. C'est une utopie conservatrice. Totalement, le retour d'un âge d'or, d'un passé glorieux ou d'un âge d'or, qui à un moment donné, c'est après c'est pas comme si les tradwives, c'est pas comme si c'était une espèce d'idéal de zone pavillonnaire de Desperate Housewives que Tim Burton a toujours critiqué dans ses films d'ailleurs, avec la pelouse bien tondue, la mère au foyer bien contente, bien lisse, etc. Ce n'est pas comme si Édouard aux mains d'argent avait pulvérisé un petit peu ce truc-là, mais bon, je voudrais pas trop m'avancer non plus. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est une claire critique parce que ça rend ces ensembles complètement angoissants. Personnellement, je suis angoissée par les visions de quartier pavillonnaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça au premier degré et qui réalisent pas que c'est angoissant, qui vont juste voir ça comme un endroit idyllique, perturbé par un événement. Dans Édouard, c'est Édouard, etc. Et qui vont pas comprendre la critique inhérente parce qu'ils vont le percevoir avec un regard complètement, j'allais dire, endoctriné dans cette espèce d'utopie à la con. Après, si vous aimez Tim Burton et les tradwives, il va falloir choisir. Voilà, tout simplement. Alors, je pense aussi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux congruences entre la gauche et les bruns. Aujourd'hui, je dirais qu'on la trouve du côté du conspirationnisme, notamment avec des thèses pétées comme celle sur Rothschild, Attali, etc., qui vont avoir ce fond crasseux d'antisémitisme, mais qui peut passer, alors, soit inaperçu par des personnes qui sont naïves, dans l'espèce d'idée que l'antisémitisme ne serait que résiduel aujourd'hui. Voilà, bon, je vise plusieurs personnes en disant ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, il n'y a pas que Mélenchon. Donc, il y a cette espèce de naïveté d'un âge de l'antisémitisme qui serait dépassé depuis la libération. Et il y a aussi, évidemment, ceux qui sont consciemment antisémites et qui jouent sur une espèce de confusion de « ouais, mais on n'a pas fait exprès d'avoir des références et tout ça, machin, truc bidou ».
Oui, Voilà. alors justement par rapport à la sphère complotiste, moi je voudrais un peu étendre aussi. Enfin, les deux sont liés. C'est-à-dire là sur le terrain d'Internet en général aussi, là où il y a une énorme pipeline. Effectivement, tu dis le complotisme, effectivement. Le masculinisme aussi, mais ça c'est pas tellement une pipeline gauche, extrême gauche, c'est plus une pipeline globale de la jeunesse vers une fascisation des esprits, Ouais. quoi, de la misogynie. Mais je parlerai surtout de l'anti-impérialisme. La pipeline. Oui. De l'anti-impérialisme. Alors là, j'ai envie de dire, là, c'est bon, les 3/4 du YouTube game est mis sous le bus. C'est bon, c'est bon alors. Non, mais attends, par anti-impérialisme, moi, je connais des gens qui sont censés être à gauche, qui sont sur Poutine, à fond sur Poutine, à valoriser Poutine, parce que Poutine s'oppose à l'Europe. Genre, les gens Quoi? Mais les gens... Bon, désolé, je suis pas fan de Poutine. J'espère que je ne choque personne. Non, alors sur la critique de l'anti-impérialisme, je mettrais le texte par rapport au fameux campisme. Effectivement, je mettrais le texte, et puis un autre aussi par rapport à un livre qui date un peu, mais qui est toujours aussi actuel sur l'aspect de justement ces visions du tiers-monde, du sud global, etc. Comme quoi finalement cette vision c'est de la merde. Après, je tiens à dire que l'impérialisme existe, que la division raciale, je veux dire géopolitique, donc raciale entre guillemets du travail, c'est une réalité matérielle, existe. Bah, oui, bien sûr. Mais le filtre d'analyse de peut-être de PDH et de peut-être, osons le dire, peut-être de la paludisme, c'est des filtres à chier, clairement à chier. Voilà, les choses sont dites, lâchez votre pouce rouge. Donc de toute façon, j'aurai un débat avec Dominique sur cette question d'ici quelques temps. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ce n'est pas innocent, parce que je voulais refaire un truc sur le confucianisme par rapport justement au 7 octobre, par rapport, je vais pas dire voilà, par rapport au 7 octobre, et comment les choses semblaient s'engranger sur Internet quand j'entendais des thèses, enfin, Mediapart c'est la CIA, Anaskazib c'est la CIA. Je dis mais quoi on est retombé sur le YouTube de 2010 avec Soral, avec le canapé rouge. Mais ça aussi, il en parle dans l'introduction. Il y a tout un truc sur les médias qui sont accusés d'être soit tenus par les gauchistes, soit tenus par l'ordre mondial, soit tenus par je sais pas qui, là. Et que ça se contredit évidemment, mais c'est une technique, c'est un symptôme du confucianisme, effectivement. Alors, on est dans le sujet. Oui, on est dans le sujet, et surtout venant d'une sphère, pour pas citer la pas du team, qui est capable de traiter Anaskazib d'agent de la CIA et de lécher le cul d'Étienne Chouard en débat. Moi, à un moment donné, il faut qu'ils me disent un petit peu leur échelle de valeur, on va dire, à ces gens-là, on va dire. Surtout qu'on connaît les origines sociales de Chris, on va dire. En tout cas, c'est une professionnelle. C'est assez curieux et c'est assez drôle. Mais enfin, bref, je vais pas le doxer. Mais non, mais tout va bien. Je vais pas le doxer. Mais à un moment donné, c'est vrai que il y a toute une série d'événements sur Internet où moi, je pouvais saluer, je le dis franchement, je le dis face au micro, je pouvais saluer une gauchisation de Padu. Je trouve que c'était super bien, etc., etc. Mais le fait est que, est-ce que finalement, est-ce qu'il a vraiment réellement changé, ou est-ce qu'il est resté un petit peu le confus en chef avec Camarade Charles qu'il a toujours été? J'émets des doutes, disons que je mets mon jugement en suspens. Moi, je pense qu'on peut changer. Je maintiens qu'on peut changer. Mais le changement, c'est pas que dans les discours, c'est aussi dans les faits et dans les actes. Et dans les actes, j'observe en tout cas que la pas dû pour le citer, voilà, bon, là j'ai le cité, on va dire. Mais voilà. Tu name drop. Oui, c'est mal. Mais là, on a parlé du discours, effectivement. Attends, j'ai cité Steve Sternel, j'ai fait le gros cerveau pendant 2 minutes. Mais voilà, c'est à un moment donné, quand il est sorti du format pseudonyme pour faire un format beaucoup plus politique et beaucoup plus à prétention intellectuelle, je trouve qu'il est retombé sur ses fondamentaux de confus et de rouge-brun, on va dire. En tout cas, même si au début c'était pas très visible, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que ça commençait un petit peu à sentir un petit peu le cadavre, à puer un peu du cul, et retomber dans certains travers confusionnistes. Et donc, et pareil pour après PDH, Zavaprod, PDH ont clairement des aspects confusionnistes. Quand il y a Youssef Boussouna qui te dit que Netanyahou c'est un reptilien premier degré, là. Oui. J'ai loupé ça. Oh purée. Je mettrai le lien. Non, mais tu sais que l'histoire des reptiliens, des Rothschild reptiliens changeurs de forme, c'est par cette théorie du complot que j'ai découvert les théories du complot quand je sais plus, j'avais 20 ans. Mais j'ai halluciné. C'est devenu mon intérêt spécifique. J'étais là, mais c'est quoi cette connerie et tout? Genre, mec, ils sont au premier degré. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis là, tu vois, plus tu creuses
creuses, plus il y a de l'antisémitisme crasse, et tu fais, qu'est-ce que c'est que ça? L'antisémitisme existe encore à ce stade-là? Aujourd'hui, on est ah non, mais j'ai pété un câble. Donc voilà, donc Youssef Boussouna, voilà, tonton Youssef de Parole d'honneur qui continue, puis voir même leur live sur l'identité blanche où il y avait Léo d'ailleurs, un ancien ami pour qui j'avais tout l'estime du monde. Enfin voilà, c'est à un moment donné, justement, voilà. Le concept de l'identité blanche est un concept assez phare du confusionnisme aujourd'hui. Ça, on peut revenir. En fait, l'idée de légitimer un attachement à une identité française, une identité blanche, etc., est un pied dans la porte du fascisme, très clairement. Parce qu'ensuite, tu vas définir cette identité comment? Tu vas la définir avec, en fait, la façon dont l'extrême droite et les réels néo-fachos actuels vont tirer le débat vers leur point d'obsession. Et tu te retrouves avec une identité blanche qui doit être genre chrétienne, donc pas musulmane, pas juive, etc., qui doit être ci, qui doit être ça. Et tu te retrouves avec cette identité que tu dois soit en fait implicitement soit respecter, valoriser, etc., soit t'es un traître à la France, je sais pas quoi, l'anti-France machin. Et donc mettre le pied dans cet engrenage est en soi dangereux. Et tu disais que t'étais Mélenchon au début, mais le problème, évidemment Mélenchon n'est pas le seul, hein, mais en gros la gauche, j'allais dire, mainstream. Est-ce que ça marche? La gauche parlementaire, peut-être la gauche parlementaire. Ouais, la gauche parlementaire s'est retrouvée à faire le choix de rentrer dans ce jeu-là, à remettre la Marseillaise dans les meetings, les drapeaux français, etc., pour essayer de ne pas déplaire à une certaine vision de la France. Bon, je pense que c'est plutôt une erreur, parce que c'est le pied dans la porte, tu vois. Le truc du pied dans la porte. Et Mélenchon est critiqué par l'extrême gauche là-dessus. C'est une critique tout à fait légitime. D'ailleurs, il parle de Mélenchon dès l'introduction par rapport à ça. Oui. Après, là, je vais faire mon historien aussi. Après, parce que j'entends souvent cette réflexion de dire, mais aux États-Unis, ils affichent leur drapeau américain et c'est pas honteux. Pourquoi en France, dès qu'on affiche notre drapeau, c'est de la merde? Parce qu'en fait, ça renvoie. Enfin, je vais prendre vraiment le cas des États-Unis, mais en fait, si on va faire le gros cerveau par chaque pays, pourquoi l'histoire? En fait, aux États-Unis, l'histoire du drapeau en fait renvoie à une histoire bien particulière. Aux États-Unis, ça renvoie à la résistance contre contre les Anglais. Voilà, c'est un signe de libération que les colonies, les colonies, ce qu'elles étaient à la base des colonies anglaises, se sont libérées du joug des Anglais pour bâtir leur propre pays. Surtout que les États-Unis ont vraiment toute une culture du messianisme où les États-Unis c'était vraiment le phare sur la colline qui devait guider le monde. Il y a vraiment une forme de messianisme dans le nationalisme américain qui fait que il ne faut pas oublier la guerre de sécession aussi, où le drapeau américain s'oppose au drapeau confédéré. Et quand même, je veux dire, c'est un beau symbole, quoi. Il y a des drapeaux confédérés dans les meetings parfois en Amérique. Attention, hein. Oui. Les mecs, ils sont des brutes. Après, on pourrait critiquer le racisme, les États-Unis sur leur citoyenneté qui est vachement liée au racial, etc. Effectivement, c'est vrai, mais je veux dire que intrinsèquement, le drapeau n'est pas perçu comme quelque chose de négatif. Il renvoie à quelque chose de glorieux, si tu veux. La France. Après, on pourrait dire, mais la France, c'est pareil. Alors, la France, effectivement, le drapeau bleu, blanc, rouge renvoie à la Révolution française. On a battu l'Ancien Régime, on a instauré les Lumières, etc., etc. Dans un premier temps, c'est vrai. Mais sauf il y a eu ce qu'on appelle le XXe siècle. En fait, là, après, je sais que c'est un débat d'historien, mais globalement, le consensus, c'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale, en fait, vu qu'on a sacrifié toute une génération dans la guerre des tranchées, on a considéré que là, le drapeau français, c'était beaucoup moins glorieux que la glorieuse Révolution française, en fait. Il y avait pas. Déjà, c'est moins glorieux. Ouais. Parce que la Première Guerre mondiale a vraiment été le massacre de toute une génération de poètes, de scientifiques, notamment la mort de la sociologie française, parce que le neveu d'Émile Durkheim, c'était le daron de la sociologie en France, et son neveu qui devait prendre le relais, en fait, est mort dans les tranchées. Donc effectivement, c'est vraiment le massacre de toute une génération. Donc il y a déjà ce premier gros clou dans l'espèce de glorification du drapeau bleu blanc rouge, parce que à l'époque, il y a eu tout un truc pour dire que la France a sacrifié ses enfants pour rien. Il y avait eu tout un truc autour de ça en fait. Et quand après les gens sont revenus de la guerre, c'est une génération de traumatisés.
Donc effectivement, est traumatisé au nom de la nation. Au nom de la nation. Effectivement, donc, et leurs enfants aussi, ils l'ont très très mal vécu. Ma mère reste traumatisée par son grand-père, donc qui avait eu un obus qui a touché sa réserve d'obus. Donc, la réserve d'obus a explosé. Il y a un de ses potes qui l'a tiré de là, etc. Et jusqu'à la fin de sa vie, donc il avait un œil qui était abîmé et il devait se faire des piqûres dans l'œil pour regonfler l'œil à l'intérieur de l'orbite. Et ma mère voyait ça quand elle était petite, son grand-père se faire ses piqûres. Elle en est traumatisée. Je veux dire, c'est la 3e génération après 14-18, quoi. On est sur un truc avec des traumas familiales lourds. Ouais. Et donc, et voire même d'un point de vue même, c'est pour ça qu'il y a eu des pacifiques vraiment fanatiques, la paix plus jamais. D'ailleurs, ce qui a un peu facilité le job du H, on va dire ça comme ça. Et donc, et après, ce qui s'est passé, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale avec le H qui a roulé sur l'Europe. Et donc, on a reconquis, voilà. Et donc aussi, la France a clairement collaboré, effectivement, parce que bon, voilà, la rafle du Veldiv ne s'est pas fait avec des uniformes. C'est des gendarmes des policiers et des gendarmes français qui ont raflé des gosses. Donc, même si dans le tas, il y a des gendarmes et des flics qui ont quand même sauvé des gosses, des juifs, etc. Enfin voilà, à un moment donné. Ne jamais oublier que la prétendue théorie de l'épée et du bouclier est un truc négationniste inventé par Pétain pour sa défense. Après, voilà, donc une certaine idée de la France a quand même collaboré. Après, on pourrait dire que la France était aussi, c'est De Gaulle, c'est Londres, c'est la Résistance. Effectivement, c'est vrai, mais il y a quand même une partie non négligeable de la France qui a collaboré à des trucs vraiment immondes, on va dire. Et donc, en fait, ce qui fait que les Français, en général, n'ont pas un rapport très glorieux avec leur drapeau. C'est pas, parce que ça renvoie. Oui, alors Vichy, je sais plus quel est le détail dans le blanc. Il y a un truc dans le blanc, il y a un petit détail, mais c'est le drapeau tricolore, oui. Et j'ajouterais à ça le colonialisme. Aussi, oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au nom du drapeau français, il y a eu des exactions horribles en Algérie au moment donc de la guerre d'indépendance. C'est quelque chose. Ma grand-mère ma mère était ado. C'est vraiment hier, quoi. C'est hier. Et donc c'est ce qui fait que après tu me diras oui mais les Américains sont des impérialistes, des colonisateurs. Alors effectivement c'est vrai. Oui, aussi. Mais on va dire. L'aspect libération nationale des Anglais dans la mémoire collective l'emporte sur le reste apparemment, tu vois. Là où en France, c'est la Première Guerre mondiale, trauma national, je veux dire même trauma européen pour le coup. Deuxième Guerre mondiale, on a collaboré comme des bâtards, et guerre d'Algérie, c'est-à-dire que ça pour juste le XXe siècle. Déjà, rien que ces trois-là, ça produit quand, en bout de course, on a un rapport compliqué. Le drapeau, quand tu montes ton drapeau français, mis à part, je pense que le seul truc où je peux tolérer qu'on ait le drapeau français, personnellement, c'est pendant la Coupe du Monde. Voilà. Là, je dis, ouais, ok, je dis, bon, un peu de chauvinisme, ça n'a jamais fait de mal, on va dire. Un peu de chauvinisme. Ça dépend, hein. Quand il commence à se battre ou à faire des cris de singe, si, mais bon. Non. J'ai dit un peu. Mais pas trop. J'ai dit un peu, tu vois. J'ai pas dit un peu. Voilà, parce que, un des intérêts premiers du football, c'est de se moquer de l'équipe adverse. Moi, j'adore PES 5, voilà. Je jouais à PES uniquement pour me foutre de la gueule de gars que j'avais vaincu, mais enfin, voilà. Pour moi, c'est un des premiers intérêts du football, c'est la vanne. Et donc. J'ai pas cette ref, je ne connais rien au foot. Voilà, c'est, PES 6, Adriano, Inter de Milan, les vrais ont la référence. Et tout ça pour dire qu'effectivement, c'est fait qu'en bout de course, la France, n'a pas du tout le même rapport au drapeau. Et c'est vrai que, politiquement, quand tu brandis ton drapeau en France, c'est une signification très particulière et ça renvoie une histoire très particulière. Ouais. Tout simplement. Non mais ouais. Voilà. Et c'est ce qui fait que quand les gauchistes, après vous les gauchistes vous aimez pas la nation. Vraiment, je suis content d'être français pour la sécurité sociale, pour la bouffe. Voilà. Ah mais la nation, justement, la nation. Mais parlons de la nation parce que l'idée du peuple de la nation, machin. C'est également un des chevals de bataille du confusionnisme, un des thèmes confusionnistes hyper importants. Et la nation a réussi à entrer dans le débat public de telle sorte qu'aujourd'hui, il est mal vu de cracher à la gueule de ce concept, alors que ce concept est évidemment critiquable. Bon, je parle pas du concept de nation durant la Révolution française, qui vient pour faire remplacer l'idée de peuple sujet soumis à un roi, parce que là la nation, quand elle se forme en tant qu'ensemble de citoyens qui veulent donc prendre le pouvoir pour le peuple, ça c'est un bon concept, d'accord. Mais aujourd'hui, l'idée de nation, elle a été complètement dévoyée et on n'est plus du tout là-dedans. Et il y a une espèce de
confusion volontairement entretenue entre donc j'allais dire la définition première, je sais pas si c'est le bon terme, de nation, enfin en gros la nation vue par Robespierre, alors là je le dis de manière un peu trollesque, volontairement, et la nation vue par le Front National. Oui, qui est vu comme un État ethnique, on va dire, plus que comme une nation. Voilà, un État ethnique avec une certaine culture qui est pain, bière, saucisson. Non, pain, vin, non, saucisson, mais la culture, on s'en balance, c'est surtout la pureté raciale qui gêne. Enfin, c'est voilà, surtout ça le critère. La pureté raciale. En fait, la culture est une espèce de prétexte quand tu regardes bien, c'est-à-dire que ça paraît légitime de valoriser la culture française, donc ils disent que la gauche déteste la culture française et tout, et quand tu regardes, qui va dans les cinémas indépendants pour regarder des films complètement pétés faits par des réalisateurs français inconnus avec 3 bits de ficelle, évidemment c'est des mecs de gauche, c'est pas les fachos du coin, quoi. Et donc aussi par rapport justement cet aspect du vocabulaire culturalisant de l'extrême droite aussi, je crois que Philippe Lurkif en parle dans son intro par rapport à comment s'appelle Alain de Benoît, c'est ça, là, parce qu'en fait oui, il y a tout un paragraphe sur Benoît. Sur Alain de Benoît, en fait, voilà, pour faire très simple, qui est Alain de Benoît. Alain de Benoît était un militant pagan néo-nazi dans les années 60. Alors, je dis souvent qu'à l'extrême droite, il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas de gens qui lisent. C'est faux pour le cas d'Alain de Benoît. Ce gars-là, il est clairement d'extrême droite. Je peux pas le placer autre part quand t'as commencé pagan néo-nazi dans les années 60, et quand tu parles de solstice d'été avec le bras levé et t'as pas de raid au bras. Enfin, voilà, à un moment donné, c'est compliqué de placer ça ailleurs, tu vois. Mais Alain de Benoît est un mec qui lit. Il a la plus grosse bibliothèque personnelle en Europe. Ce gars-là, il lit. Et bizarrement, ce gars-là lit. Et dans les années 70, en fait, face à un constat logique, on va dire, Alain de Benoît a constaté que le retour, en tout cas à son époque, aujourd'hui on pourra nuancer ce constat, mais aujourd'hui à son époque, au début des années 70, on va dire, face au péril de mai 68, de la gauchisation intégrale entre guillemets dans son esprit, et donc Alain de Benoît avait émis le constat que le racisme biologique ne pouvait plus être mis en avant comme dans les années 30 où, voilà, en fait, le racisme biologique, pour lui, c'était mort, ça pouvait plus revenir. Donc, il faut trouver un autre moyen d'être raciste. Et vu qu'Alain de Benoît, en fait, c'est un gars qui lit énormément, eh bien, il a déterré un penseur marxiste qui s'appelle Antonio Gramsci, qui avait théorisé durant les cahiers de prison, justement, vu que Gramsci, c'était le dirigeant du Parti communiste italien, en tout cas, une des têtes pensantes du Parti communiste italien, qui a été enfermé en prison par Mussolini, et qui a écrit ces fameux cahiers de prison. D'ailleurs, maintenant, Gramsci est très connu maintenant dans les cercles militants d'extrême gauche, parmi nos rangs, etc. Mais il faut savoir que c'est plutôt Alain de Benoît qui a vraiment popularisé Antonio Gramsci, parce que Alain de Benoît, il s'est dit, vu qu'on peut plus être raciste d'un point de vue biologique, on peut plus théoriser la supériorité raciale, en tout cas à son époque, maintenant on va dire que en fait on est supérieur, mais c'est pas par rapport à c'est pas par rapport à nos gènes ou à notre sang, c'est par rapport à notre culture. Finalement, les autres, la race inférieure, finalement, n'est qu'une culture de barbares. Finalement, ce n'est pas compatible avec une démocratie, avec l'idéologie des Lumières. Ils sont pas égalitaires. Ce sont des barbares. Non, mais attends. Là, il va falloir qu'on reparle de la caricature. Notamment de la caricature du racisme. Oui, non, mais parce que là, en fait, ce que tu viens de dire, c'est le racisme tel qu'il existe aujourd'hui. Au tout début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, oui. Alors, je suis un peu une fouille d'archives, et donc j'ai des dicos de l'époque, et notamment un dictionnaire d'histoire naturelle du début du XXe. Et quand tu regardes donc le racisme de l'époque, tu as des notions comme l'angle facial. Alors, ils mesurent l'angle entre l'arête du nez et en gros sous le nez, voilà. Et donc, ils mesurent et ils ont conclu que plus l'on va vers l'homme et plus l'on s'éloigne du chimpanzé, l'angle facial grandit. Oui, voilà. Ensuite, voilà. Et puis, ils font la capacité crânienne, et alors, ils calculent chez le chimpanzé, le gorille, chez l'Africain, et à la fin, c'est le Parisien qui a le plus gros cerveau. C'est absolument... Avec le recul, c'est triste que ça existait et que ça a été vu comme scientifique. Avec le recul, quand tu lis ça, d'abord t'hallucines, ensuite tu fais mais what the fuck. Et dans ce dictionnaire, donc tu peux chercher les différentes entre guillemets races, donc dans l'acceptation de l'époque, qui est une acceptation biologique. Et en fait, il y a vraiment l'idée de culture. Les races
il les lie à des cultures. Le concept de race tel que compris au début du XXe siècle n'a aucun putain de sens. C'est absurde. C'est absurde. Et tu vois qu'ils bricolent et tout pour faire tenir leur concept debout en essayant d'avoir une certaine solidité théorique. Et ils ne l'ont absolument pas. Et c'est pour ça que ça finit par s'effondrer. Et aujourd'hui, notamment quand ils reprennent, tu sais, le trope de la carte des QI, là, qui est complètement... Oui, Conversano, oui. Voilà, ce truc. En fait, le biais de cette carte, c'est que les tests de QI qui sont utilisés pour donner le QI moyen, notamment en Afrique, en fait, c'est des tests QI dans des établissements spécialisés sur des personnes qui ont des difficultés de base. Et sachant que le test du QI est très fortement impacté par, premièrement, l'éducation, donc l'accès à l'éducation. Donc évidemment, dans des pays où l'accès à l'éducation est restreint, tu peux pas espérer avoir de bons scores. Et aussi, en fait, l'alimentation. C'est que dans des pays où tu as des familles, la sous-nutrition a un impact sur le développement du cerveau, évidemment, donc des enfants. Et donc, tu as tous ces facteurs, en fait, qui découlent, de la période post-coloniale, qui font que, y a pas mal de pays qui sont maintenus la tête sous l'eau, qui font que, oui, effectivement, tu as des biais qui font qu'on peut obtenir cette carte des QI, mais l'idée derrière est complètement bullshit, elle est tout aussi bullshit que l'angle facial, et c'est toujours l'espèce de même rengaine. Voilà, sachant que l'idée de race n'a jamais été, à proprement parler, génétique avant récemment, puisque en 1900, l'idée de gène, elle n'a pas émergé vraiment en fait encore. Non, c'est plutôt la craniométrie, craniométrie, etc. Et l'idée du sang, etc. Sachant qu'il ne faut pas oublier que anciennement, la race, c'est une histoire de lignée, c'est-à-dire que les seuls qui ont des races, c'est les nobles. Pas faux. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs sans race. Sans race, ça veut juste dire gens du peuple. Ou tout simplement de la race des seigneurs. Ah ouais, non, mais alors ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais bon, c'est le petit clin d'œil. Bref. Le petit truc vraiment, c'est du recyclage de vieux trucs avec un emballage qui paraît neuf, mais c'est des vieux tropes de merde du 19e siècle. Oui. Ça. Sauf que Alain de Benoît, dans les années 70, vraiment veut purger toute référence au biologique et il veut singer le vocabulaire universitaire gauchiste axé sur la culture. Donc effectivement, il y a une confusion, et vu que de Benoît avait une prétention vraiment un peu la confusion, c'est-à-dire qu'il voulait un peu singer le vocabulaire universitaire gauchiste, qui est à gauche on adore la notion de culture, de débat sur la culture, etc. C'est un des marqueurs forts de la toujours opposé au biologique pour de très bonnes raisons, mais des fois comme je disais avec Guillaume Deloison, faudrait peut-être réintégrer un peu de biologique un petit peu dans nos théories, on va dire. Non mais comme le faisait Kropotkin, par exemple l'entrée de l'entraide je sais plus le livre de Kropotkin sur l'entraide, on va dire, où il s'inspire des théories de Darwin pour imaginer une société plus égalitaire. Effectivement, dans ce cas-là, je pense que personne ne traitera le camarade Kropotkin et ce bouquin comme étant un bouquin confus ou un bouquin néo-nazi. Bien sûr. Donc, mais de toute façon, quand la science... Bon, en général, c'est les sciences sociales qui sont dévalorisées. Mais quand la science, par exemple, la biologie, va aboutir à des thèses d'une complexité et d'une finesse qui va déplaire au réac, par exemple, l'idée que le sexe biologique serait un spectre, qu'il y aurait plusieurs sexes biologiques, un sexe hormonal, un sexe chromosomique, etc., les mecs, ils vont nier ça en bloc en disant que leur connaissance acquis en 6e, quand ils étaient au collège machin, prime sur les dernières connaissances scientifiques, parce que ça les gêne. Il y a une forme d'obscurantisme sélectif absolument, j'allais dire, chevillé au corps du confusionnisme, évidemment. Totalement. Et donc voilà, Alain de Benoît, justement, a initié ce mouvement, justement, axé sur le vocabulaire universitaire de la gauche, issu autour, entre guillemets, des notions de culture, purger, même s'il y avait toujours cette rhétorique de notre culture est supérieure, etc. Vraiment des cultures hermétiques, la culture des vrais Bretons, la culture des vrais Celtes, la culture des vrais machins, je sais pas. Dans ce sens-là, il rejoint Uriah Boudedja Uriah Boudedja doit beaucoup à Alain de Benoît, d'ailleurs, sur ce plan, entre les cultures qui sont hermétiques, entre guillemets, la vraie culture, les vraies identités, etc. Comme si, c'est une forme d'essentialisme. Tout ça pour dire que voilà. Donc Alain de Benoît a clairement initié ça dans les années 70. Et maintenant, j'ai envie de dire, l'aspect, entre guillemets, du racisme, entre guillemets, culturaliste, c'est passé dans les mœurs. Maintenant, j'ai envie de dire, ce n'est vraiment mainstream que chez le Printemps républicain,
républicain, parce que maintenant la droite et l'extrême droite assument de plus en plus un racisme ouvertement biologique. Oui, c'était. C'est dire, c'est encore un truc de pied dans la porte. C'est passé dans les mœurs. Ça semble aujourd'hui difficile à contredire, alors que c'est du bullshit. Et à partir de là, revient le racisme biologique, bien sûr, puisque ça, en fait, je pense, toujours été la stratégie. Ouais, ça a toujours été la stratégie d'avancer masqué, de singer les vocabulaires des gauchistes, même si je pourrais noter un point positif pour Alain de Benoît. Il a bien manœuvré et bien réussi son coup parce qu'il a pour s'appuyer sur ça, pour la fameuse guerre culturelle, etc. Il a déterré Antonio Gramsci, et Alain de Benoît a tellement bien bossé qu'il a même réussi à faire que Gramsci soit une figure maintenant incontournable de l'intelligentsia de gauche, on va dire. Qui va maintenant, donc j'ai envie de dire, alors que le gars, c'est lui. Enfin, je vais pas dire que Gramsci était inconnu des camarades communistes, des années 60 et 70. Je dis juste que c'était un peu Osef, c'était le gars qui avait écrit des cahiers en prison, mais on s'en battait un petit peu les couilles de Gramsci en vrai, tu vois. Il était là, il était dans le décor, mais il avait pas cette importance qu'il a actuellement d'un point de vue théorique et politique et de combat politique. Benoît a réussi à déterrer ce gars-là et à l'imposer, on va dire. Bon, tu me diras, c'est un comice, mais malgré, il a réussi à l'imposer et à voir même que le gars maintenant soit une référence pour n'importe quel militant d'extrême gauche. Quel militant d'extrême gauche ne parle pas aujourd'hui de guerre culturelle? Sur Internet, j'ai envie de dire, c'est la norme. J'ai envie de dire, pour de bonnes raisons, mais qu'on sait d'où ce gars maintenant, d'où vient la fame du gars de Gramsci. Moi, ça me fait un peu mal au derche, en fait, tu vois, que ce gars-là prenne nos références, les tord dans tous les sens et nous nique avec. Moi, franchement, je l'ai mauvaise, quoi. Alors, ouais, justement, pour en revenir au bouquin, il pose ça, l'importance, entre les lignes, encore une fois, là, je résume, l'importance d'un constat éclairé, c'est-à-dire de vraiment regarder les choses en face, où est-ce qu'on en est. L'objectif du bouquin, mais de toute façon, ça, on va le voir à travers toute la série de podcasts. Donc, théoriser la critique du confusionnisme, l'analyser et en tirer des outils pour y résister. Et ça demande une absence de concession, j'allais dire totale. Voilà. Du mieux qu'on peut. Je veux dire du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. En ce sens que, d'une certaine manière, la pitié, la bienveillance, la pédagogie n'ont pas forcément leur place dans la lutte contre les aspects pourris qui gangrènent la gauche, les aspects pourris, donc les aspects confus, qui gangrènent la gauche, parce que nous sommes dans une situation de montée historique du fascisme. On ne peut pas se permettre d'être conciliant avec le bullshit à gauche. Et pourtant, même si le bullshit à droite est plus grand, hein. Oui, ça on ne va pas nier. Hein. Mais on ne peut pas se permettre d'être conciliant à gauche avec et y compris notre propre bullshit, parce que dans nos diverses actions militantes, etc., il peut arriver qu'on fasse des actions qui, en fait, profitent à ce confusionnisme ambiant, sans même le savoir, parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on baigne dans cette espèce de nasse confusionniste de merde qui s'est infiltrée partout. Ouais, et puis j'ai envie de dire, malheureusement, ceux qui ont ce discours confus à gauche, leurs stats sont absolument énormes, hein. Alors, je vais pas dire le nom encore du camarade, mais je vais le dire, Canard Réfractaire, voilà, ça m'a demandé, pour moi, c'est le confus ultime à gauche. Dans le YouTube game, s'il n'y a qu'un seul boss final du confus game, à gauche, c'est lui, quoi. C'est une name drop encore. Oui, mais voilà. Moi, tu sais, ça me rend triste, hein, parce que au début, ces vidéos, je les regardais, puis il y avait des bons trucs et tout, puis après, j'ai arrêté de les regarder, mais après, ça me rend triste. Je te jure, ça me rend triste. Non, mais moi, j'ai eu des échos comme quoi le camarade, le canard Réfractaire, le présentateur, on va dire, je sais plus quel est son blaze d'ailleurs, mais enfin bref, apparemment, j'ai eu pas mal d'échos pour me dire c'est un bon gars. Et j'ai envie d'y croire. Mais c'est possible. Mais toi-même, tu sais que. Qu'est-ce que ça change au problème? Ça change rien au problème. La gentillesse dans les milieux de gauche Internet, toi-même tu sais que c'est une qualité rare. Toi-même tu sais. Ouais, non mais oui, ok, non mais de toute façon, je pense que en fait la gentillesse c'est une qualité rare de manière générale, mais de manière. En fait, je pense que sur Internet, être gentil et que ça se voit trop est dangereux. Voilà, c'est pour ça que moi je fais semblant de ne pas être gentil. Et que je suis là, oui, je suis Moriarty. Oui, tu es Moriarty. Voilà, donc je suis Moriarty. Méfiez-vous de moi comme de la peste, comme disait l'autre. Mais que dire? Oui, il y a. En fait, le truc, c'est qu'il y a une notion de mainstream, c'est-à-dire que tu fais les contenus qui marchent le mieux pour l'algorithme, qui sont le mieux diffusés, et tu te retrouves du coup à suivre une certaine ligne éditoriale de manière implicite, ligne éditoriale qui n'est décidée par personne puisque c'est une histoire d'algorithme. Et
en fait, tu peux pas avoir optimisé ta visibilité sur les réseaux sociaux détenus par des multimilliardaires et à la fois garder une ligne éditoriale, j'allais dire, non confuse, parce que le confusionnisme, ça fait vendre. Oui, enfin, et puis je sais pas comment dire ça autrement, quoi. Et puis surtout, en fait, même, je me mets à la, enfin, le canard réfractaire, quand j'ai eu des échos, voilà, comme quoi le gars était vraiment cool, vraiment pas fake, on va dire. Bon, on va dire, j'accorde du crédit à ça, mais quand je vois ces vidéos, je hurle et je l'insulte en sumérien. Donc, véritablement, en fait, c'est-à-dire qu'à sa place, en fait, quand tu fais son nom de... L'insulte en sumérien? Ah oui, mais... Pour de vrai? Oui, j'invoque même les anciens démons de Babylone. Mais tout ça pour dire. Tout ça pour dire. Tu sais que j'ai étudié le sumérien à la fac. Je sais. Tu vas me non, et je changerai. je parle pas le meuble Ikea, ou très peu. Ou uniquement quand je regarde le canard. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a une espèce de, là où peut-être l'aspect un petit peu charitable avec le canard, on va dire quelqu'un comme le canard. C'est-à-dire que quand tu as un discours confus et quand tu vois que ce discours est validé, il fait des vues, il fait des likes et que tu es approuvé, au-delà de l'algo d'ailleurs, quand tu as un rapport de validation par le public, en tout cas une validation de masse, ça n'encourage pas à ce que tu dises, tiens, je fais peser de la merde, je vais peut-être me former sur des trucs. Exactement. Sachant qu'en fait, pour part, le discours confus est un discours de, j'allais dire, une réflexion de facilité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, totalement. Il y a un certain confort, parce que dans le confusionnisme, il y a beaucoup de choses. Déjà, tu peux te passer de l'autocritique assez facilement. L'autocritique, c'est quand même un truc très très difficile. Hein. Voilà. Tu peux te passer de l'autocritique, mais surtout, c'est des concepts qui sont menés, c'est des concepts très superficiels et j'allais dire qu'ils font il y a une forme d'unanimité superficielle. Alors là, je vais faire un parallèle historique un peu craignos, mais si tu veux, quand Pétain il fait son discours de soumission à Hitler en disant l'ordre nouveau sera fondé sur l'égalité des chances, blablabla, c'est un concept complètement creux qui veut rien dire de précis. Les gens mettent ce qu'ils ont envie dans le truc et donc ils imaginent un truc cool. Et en fait, Pétain, il sort cette merde et puis ensuite, t'as la rafle du Veldiv, quoi. C'est ça l'égalité des chances de Pétain. Mais comme il définit pas ces concepts, c'est des concepts qui sont vendeurs parce que on peut imaginer n'importe quoi dedans. Et le confusionnisme, je trouve, s'appuie énormément sur ce genre de concept. La notion de race, c'est un concept complètement mal défini qui veut rien dire. Donc, c'est un concept flou, donc n'importe qui peut y mettre n'importe quoi. Aujourd'hui, on a fait de la notion de laïcité un concept creux qui a été complètement dévoyé. Donc, maintenant, c'est un concept flou, on peut y mettre n'importe quoi. La nation, l'identité nationale, etc. C'est des concepts qui ont été complètement, vidés de toute substance pertinente pour devenir des sortes de réceptacles à fantasmes personnels. J'exprime bien ou pas ? Non, mais c'est très bien. C'est vrai, le confusionnisme, peut-être pour dire plus simplement, c'est un produit marketing. Voilà, tu y projettes ce que tu as. C'est un produit marketing. Et sur le côté de... Enfin, on parlait de la personnalisation, tout ça, et du marketing. Et je trouve que là-dessus... Trump est un excellent exemple, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans le... Tu vois, c'est un produit marketing, Trump. Oui, alors vas-y, pardon. Et c'est bien par Trump que le fascisme arrive en Amérique. Vraiment, le confusionnisme, c'est le pied dans la porte du fascisme. À la limite, on va dire que Trump est l'aboutissement final du confusionnisme. Parce que en fait, ça commence. Ouais, l'incarnation, voilà. L'incarnation finale, parce que Trump n'est pas confus. Trump dit ce qu'il va faire. Il fait ce qu'il dit d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, en fait, Trump là, parce qu'on dit ouais, mais Trump c'est pas un fasciste parce qu'il a pas de trench taillé par Hugo Boss. Je te dirais, alors effectivement, c'est vrai. Trump, pour moi, c'est le H, mais version les Ariens à Mykonos, tu vois. Il y a un aspect, le H version télé-réalité. Il apporte. Ouais, non, mais il y a quelque chose de ça. En fait, Hitler. C'est Loft Story à la chancellerie. Chez Trump, il y a là où Hitler était beaucoup trop sérieux premier degré. En fait, Hitler était vraiment un gars sérieux, premier degré, on va aller à la Pologne, tout ça, race supérieure, etc. Il imitait pas. Alors, je veux pas dire Macron, mais il imitait pas les politiques en disant machin à la tribune, tu vois. Il y avait pas ça, mais on va dire Trump
si on devait vraiment le comparer à un fasciste, ce serait peut-être plus dans la veine du Mussolini, parce que Mussolini, j'avais vu quand un gars de gauche à l'UMA était sur la scène avec Usul, parce que quand il avait dit Usul, ouais, moi je trouve pas plutôt drôle, et Usul l'a hyper mal pris. Je veux dire, a raison, parce que Usul s'est pris des menaces de mort, enfin voilà, à un moment donné, Usul est critiquable pour moi sur pas mal de points, mais s'il y a bien un point où je peux lui accorder le point, c'est vraiment sur le harcèlement qu'il subit de fou depuis plus de 10 ans. C'est ce qui est, d'ailleurs, la plupart des gauchistes qui le critiquent aussi, n'oubliez pas ce point. Quand vous êtes critiqué sur Twitter et que vous le prenez comme des drama queens ou des drama kings, Usul, il tank ça, force 1000 depuis plus de 10 ans. Bon, après, Usul, c'est pas le dernier pour empocher le pognon, mais quand même, Usul, en termes de harcèlement, je trouve qu'il est très solide. Peut-être un des rapports où je peux le soutenir totalement. Oui. Après, si ça va bien, qu'il pourrait empocher 300K et après rendre les épisodes en temps et en heure, ça serait pas non plus un luxe quand même. Mais enfin bref, tout ça pour dire que on fait les deux, madame. On est dialectique. On fait les deux, on est drop et on explique. Et donc tout ça pour dire que je name drop Mélenchon. Je suis un salaud. Et en fait, dans cette scène, quand le gars avait dit, je sais plus lequel d'ailleurs, mais avait dit que Papaziou le faisait marrer, Usul l'a hyper mal pris en disant qu'il trouvait ça extrêmement suspect. C'est vrai qu'Usul là, il était en mode fermé, au moment où il voulait soulever le gars. Et en fait, on a parlé avec un pote, je fais oui, mais en fait, le camarade aurait pu s'en sortir en disant que le fascisme a toujours une dimension de bouffonnerie. Par exemple, Mussolini, on l'appelait le César de carnaval. Et donc je trouve que là où Hitler était une forme d'exception dans le fascisme, parce que Hitler était très sérieux, très premier degré, très carré, le gars. Enfin bon, après le gars, il avait énormément de défauts, mais disons qu'il y avait pas ce côté bouffon et guignolet chez Hitler en fait. Après on pourrait dire qu'il était tellement premier degré qu'il en était nernadesque, mais Mussolini avait vraiment ce côté. Alors, je sais plus quel dessin animé on avait regardé pour un vidéoclub virtuel avec MJ. Il y a Mussolini qui caricaturait, j'étais pété de rire. Autant j'ai jamais vu une caricature d'Hitler qui me fasse rire. Hein. Ouais, donc je veux dire c'est pas le même style quoi. C'est-à-dire que Trump puise beaucoup plus dans la bouffonnerie d'un Mussolini, mais version télé-réalité en fait années 2000. C'est un mélange très bizarre. C'est ce qui fait qu'il donne une espèce de fascisme un peu cassos en fait, parce que là où le H disait oui, la race des seigneurs, ça renvoie à un truc plutôt Moyen Âge, plutôt chevalier teutonique. Là où Mussolini faisait appel à l'Empire romain, quand même romain, tu vois, ça envoyait, même si les gars se faisaient botter le cul en Afrique, machin, etc. Mais voilà, il y avait un imaginaire ultra déter. Par contre, Mussolini ne projette aucun imaginaire, si ce n'est l'imaginaire des ch'tis à Mykonos, en fait, tu vois. Et je trouve que d'ailleurs, pour Mussolini, historiquement, c'est du passé. Mais pour Trump, je trouve que c'est dangereux parce que quand quelqu'un est risible et ridicule, tu peux avoir tendance à sous-estimer sa dangerosité. Donc je trouve que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème que Trump soit ridicule et le ridiculiser est un vrai problème, en fait. Alors les gens qui se moquent de Trump, je vais pas vous faire un procès, mais c'est vrai que... Non, mais moi non plus. Oui, mais c'est vrai que ce côté bouffon, ce côté un peu cassos, un peu, tu sais pas trop ce qu'il pense. C'est comme jouer aux échecs avec un pigeon qui a une larme atomique derrière quand il va renverser l'échiquier, tu vois. Ouais, c'est un peu ça le problème. Et on n'a pas assez... on a une culture, on se méfie pas assez de la stupidité. La stupidité est quelque chose d'extrêmement dangereux, en réalité. Trump est extrêmement dangereux, notamment parce qu'il est stupide et ridicule et qu'il peut faire n'importe quoi. Là, tout son arc sur le Groenland complètement pété, c'est extrêmement dangereux pour les USA aussi, mais pour l'Europe, c'est dangereux pour tout le monde. Il est stupide, mais quand même, il a conscience de ses intérêts aussi, quelque part. Donc, effectivement, bien sûr. Il a... en fait, il a conscience de ses intérêts. Il n'a pas tout le temps conscience de ce qui va contre ses intérêts. Mais voilà quoi. Il essaye de défendre ses intérêts, parfois en faisant des contre son camp. Mais c'est là aussi, je le compare souvent à un espèce de faf youtubeur en fait. Trump peut être considéré comme le premier président youtubeur de l'histoire. Ouais, il y a de ça devant Macron. Je sais pas si tu te rappelles qu'il était passé dans l'émission là des deux guignols. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Les deux guignols. Il y en a tellement de guignols lequel tu parles. Lequel ? Attends, mais je vais rechercher ça. On va peut-être entendre des bruits de clavier. Donc, Macron sur YouTube. YouTube. Comment il s'appelait ? Ah, putain. McFly et Carlito. Ah, c'est ça, voilà. Ah oui, mon Dieu, eux deux, ok. Ouais, ce plan de com avec McFly et Carlito.
Et ensuite, durant l'hommage, là, je sais plus quel hommage, ils montrent leurs photos. Ah non, c'était la honte, c'était la gênance. Non, mais quand je veux dire que c'est le premier président youtubeur, je veux dire c'est un président de la première présidence mondiale qui a vraiment dans son attitude, dans sa manière de gérer la contradiction, comme un youtubeur drama que l'on connaît tous, toi et moi. Ouais, c'est ça. Ou un ou l'autre youtubeur drama. Hein. De toute façon, ils sont plusieurs là-dedans. Mais ouais, il se comporte un peu comme un youtubeur drama. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand je vois notre ami que l'on connaît tous les deux, je vais pas le name dropper, mais quand je vois la réaction de Trump et de ce gars-là, je me dis, il y a un petit parallèle quand même, hein. Il y a un petit parallèle. Ouais, non, mais il y a ça. Et l'autre problème avec Trump, c'est le trumpisme rampant. C'est-à-dire que même si on peut dire tout qu'il est stupide, machin, il a une espèce d'influence dans son style, y compris, sur les youtubeurs français, d'accord, mais y compris sur la politique en France. Et ça, c'est vachement plus inquiétant. C'est vachement inquiétant. Alors parfois c'est subtil, hein, mais il y a une espèce de trumpisation de la politique qui est inquiétante. Et la trumpisation... Alors, il y a tout un chapitre là-dessus, donc on rentrera dans les détails à ce moment-là. Hein, mais... Parce que là, c'est le podcast d'intro. On annonce le plan, on annonce les angles, on annonce tout, la méthodologie, les thématiques, etc. Après, le livre sera dans les descriptions si vous voulez vraiment lire du Philippe Corcuff. Je crois que c'est un bouquin qui fait 800 pages, si je dis pas de bêtises. Enfin, 600, 700, voire 800 pages, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est un livre assez épais. C'est un livre assez épais. L'introduction fait un peu moins de 100 pages, il me semble, mais peut-être je me trompe. L'introduction, c'est un livre, hein, concrètement, tu vois. Ouais, c'est un petit livre, mais livre quand même, tu vois. Donc, mais ouais, je mettrai le lien dans la description. Ça se lit aussi bien que du Mélenchon, allez-y, c'est de la bonne. Pardon pour la comparaison à l'auteur. Pardon. Comment ? Lisez la grande confusion de Philippe Corcuff. Lisez-le. J'imite très mal Mélenchon, j'imite très mal. Ouais, non, mais il limite mieux que moi. On va te pardonner là-dessus. Vas-y, pardonnons. Qu'est-ce qu'on disait d'autre ? Ah oui, par rapport au confusionnisme, là aussi encore, ça c'est en diagonale dans l'introduction. Hein. Alors, il le dit pas comme ça dans l'introduction, mais l'idée de la diabolisation du woke, tu vois. Grosse thématique Internet, ça, diabolisation des woke. Grosse thématique Internet de la diabolisation du woke. Et le fait de rentrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire de pas vouloir être qualifié de woke, de pas vouloir être perçu comme woke, c'est un piège confus. Et puisque tu voulais parler d'Internet, je dirais qu'on le voit notamment, ce piège, à l'œuvre chez les youtubeurs sceptiques qui essayent de ne pas passer pour woke, alors que profondément, quand tu es sur la science, quand tu es sur le debunk, etc., tu vas forcément sortir des trucs qui vont être qualifiés de woke par les fascistes, puisque les fascistes haïssent la science. Voilà, donc de toute façon, tu vas te faire qualifier de woke. Et cette espèce de pudeur de vouloir surtout être impartial, etc., et vouloir aligner les fachos et la gauche en disant oui, non, mais moi, je suis impartial, etc., ça va donner une certaine ambiance. Pas de name drop, Martin ? Ah non, moi Tu ne name drop pas. Voilà, une certaine ambiance sur le YouTube sceptique qui non, mais j'ai pas envie d'avoir encore Waldeck des monocus. Hein. Une fois, ça va suffire. Tu fais pas. Une fois, ça va suffire. Que dire ? Et il faut savoir que, évidemment, là, je vais faire du name drop, mais il y a Aster Mandax qui commence à assumer dans sa chaîne d'être antifa. Et qu'est-ce qui lui arrive ? Il lui arrive qu'il se fait retourner par la gauche. La turbo-gauche des RS, parce que ses errances passées ne lui sont pas pardonnées. Donc même quand tu assumes objectivement, je vais pas dire d'être woke, parce que c'est pas ce qu'il dit Mandax, hein, mais d'être antifa, ça suffira pas voilà quoi. Alors. Donc on est dans cette espèce de truc où de toute façon il faut vraiment pas attendre des remerciements pour être juste digne. C'est-à-dire que moi je pense que la base quand tu es youtubeur sceptique, c'est d'être antifa en fait. Hein. Mais bon, alors, spécifiquement sur notre cher ami Thomas Durand, moi j'y croirais à son virage antifa quand il aura supprimé de son blog La Menace Théoriste, le blog sur les SJW. J'y croirais à ce moment-là, mais pas avant. Désolé. Ça, je sais pas, je vois pas de quoi tu parles exactement. Non, mais tu vois pas. Ces productions. Non, mais c'est voilà. pas grave. Bref, toujours est-il que il essaye il a eu une réflexion, il essaye de se poser parce que très clairement être antifa, ça devrait être la norme, quoi. Enfin, je veux dire, antifa est devenu une espèce de synonyme d'extrémiste de gauche, voire limite de terroriste.
Et ça aussi, c'est du confusionnisme. Alors qu'antifa, ça devrait juste être la fucking norme. Moi, je dirais que être antifa, c'est avant tout du bon sens. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste la normalité, quoi. Il n'y a pas de débat. On ne devrait même pas. Et voilà. Et le simple fait d'être contre le fascisme, d'une certaine manière, est devenu quelque chose qui n'est plus consensuel. Ça, c'est du confusionnisme. Ouais. Donc après sur le fait aussi d'être pédagogue, etc. C'est-à-dire que maintenant sur Internet il y a vraiment tout un espace qui a un autre discours. Je pense notamment à Bolshevik qui fait du contenu vraiment geek Internet. Je pense notamment à MJ aussi qui a on salue aussi le camarade MJ qui est aussi dans le YouTube ciné essaie de proposer une perspective, une lecture vraiment geek et vraiment gauchiste. J'essaye de le wokiser là. Je relis ses scripts quand je le trouve pas assez woke. Je lui dis tu voudrais pas être un peu plus woke. Voilà, sachez les gens. Moriarty, voilà, tu es derrière en train de tirer les ficelles, voilà. Tu tires les ficelles. Si vous avez des reproches à faire sur le script d'MJ, que ce soit que vous les trouvez trop woke ou pas assez woke sur certains gars, c'est à moi qu'il faut s'adresser. Voilà, sachez-le les gens. MJ, voilà. Si tu es menacé, cligne des yeux dans les vidéos. Ça parle mal. Non, mais voilà, maintenant, là où avant il y avait toute, la droite avait vraiment tout écrasé en termes de trolls, de violence, etc., en termes de production plus ou moins gauchiste. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment un panel. Après, il y a du bon et du moins bon dans les productions. On peut critiquer, tu vois. Mais je pense que maintenant, bien sûr. Maintenant sur Internet, il y a vraiment une parole vraiment. Après, faut chiner un petit peu. Enfin, après, bon, on pourrait faire comme pour qu'on se recommande pas les uns les autres. Bon, après, bon, c'est les guerres de. La gauche a toujours été divisée, se foutre sur la gueule, ça fait partie du lore de la gauche malheureusement. Mais oui, c'est dans j'allais dire dans la moelle épinière de la gauche. Oui, de se foutre sur la des désaccords, des discussions, etc. De se foutre sur la gueule. Voilà, je veux dire obéir au chef sans broncher, c'est pas un truc de gauche, hein. Ouais, Marx Bakounine, première internationale, je reviens toujours sur ça, mais tout ça pour dire que maintenant le discours de gauchiste. C'est vraiment démocratisé sur Internet, c'est-à-dire que maintenant il y a une offre qui est là. Bon après, il conviendra d'être sélectif dans l'offre qui est devant soi. Mais on va dire que par rapport à une période où la droite vraiment écrasait tout, etc. Maintenant il y a peut-être le match est un peu plus disputé, on va dire. C'est un peu plus serré, on va dire. Et c'est pour ça que ça couine autant du côté de certains youtubeurs, entre guillemets apolitique, amour bière et câlin, ou d'autres d'ailleurs, mais voilà, donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, le discours est là. On va continuer à produire du discours, à produire aussi, à essayer de parler des bibliothèques conseillères qu'on a sur énormément de sujets, et voilà, et donc aussi, voilà. Martin Eden encore. Martin, attends, moi j'ai une chaîne YouTube, je suis apolitique de gauche, tendance turboana, hein. Ah oui, tu juste du bon sens, le bon sens. Voilà, c'est le bon sens. Voilà, y a pas. Ah, je vais revenir sur le problème, mais c'est pas que lié à YouTube ou aux réseaux sociaux. Le problème, on le voit aussi avec la gauche parlementaire, la FI ou autre. Hein. Le problème du bourgeois qui parle au nom du peuple. Ce problème-là. Parce que non mais je vais revenir sur le confusionnisme, mais tu vois, parce qu'il y a ce côté dans la lutte contre le fascisme quand c'est quand même pour réussir à avoir un travail comme toi, à faire des podcasts et matchs, c'est chaud, hein. Je veux dire, si t'es rentier, c'est plus facile. Enfin, oui. Caricature, mais tu vois ce que je veux dire. Bon. Oui, surtout quand je me lève à 3h du matin pour bosser sous la flotte. Oui, bien sûr. Voilà, on est d'accord. Donc voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que tu n'es pas sur Twitter avant 11h. Je suis plus. J'ai un compte fantoche sur Twitter où j'envoie quelques crottes de données. Ah oui, c'est vrai que t'es plus sur Twitter non plus. Bon, moi je suis. J'ai un compte fantoche sur Twitter, tu vois, mais j'envoie 2-3 crottes de données, mais j'y passe beaucoup moins de temps qu'à une période où avant non, mais Twitter pour devenir fou, il y a rien de mieux, quoi. Voilà, exactement. Donc l'idée, je parle de bourgeois, mais c'est peut-être plutôt des bourgeois mentaux. L'idée qu'il faudrait combattre le fascisme en ramenant les fachos qui sont pas vraiment racistes dans le droit chemin, tu vois, fâchés pas fachos, quoi. Les fâchés pas fachos, quoi. En les éduquant, et c'est une espèce de forme bourgeoise d'un esprit néocolonial chelou, c'est-à-dire qui, j'allais dire, indigénise les masses laborieuses en imaginant que ce sont les masses laborieuses pas cultivées qui sont fachos. Donc tu vois, t'as cette espèce d'a priori qui n'est pas réel, hein. Enfin, je veux dire, les masses laborieuses, il y a des fachos parmi les masses laborieuses, mais il n'y a pas que ça. Enfin, tu peux pas résumer. Enfin, c'est une caricature. Non, politiquement, les classes laborieuses sont abstentionnistes et plus ou moins politiques, globalement. Voilà,
plutôt. Voilà. Et donc, tu as cette histoire, tu vois, c'est une espèce, je sais pas, néocolonial, c'était pas vraiment le bon terme parce que c'est pas du colonialisme. Paternaliste. Ouais, un paternalisme qu'il faudrait, tu vois, rééduquer ces gens qui seraient en fait soit des marginaux, soit des ratés, soit des gens, tu vois, qui n'ont pas réussi dans la vie, etc. Les fameux sans-dents. C'était Hollande ou c'était Macron, purée? Non, c'était Hollande. C'était Hollande. Ouais, c'était Hollande, les fameux sans-dents qu'il faut dompter, qu'il faut rendre acceptables, qu'il faut rendre productifs, qu'il faut rendre dociles pour qu'ils puissent s'intégrer dans la bonne société et tout ça. Et le truc, c'est que ce cheminement de pensée, si tu veux rendre les gens productifs, dociles, bien intégrés dans la société, le moyen aujourd'hui qui paraît, entre guillemets, évidemment c'est un piège, ce piège du confusionnisme, c'est le fascisme. Donc on est, tu vois, sur cette pente glissante dès que tu te retrouves dans une situation de bourgeois qui parle au nom du peuple pour éduquer les masses populaires à ne pas être fachos. Et on a ce problème, alors possiblement dilué, parce que parfois les gens, les gauchistes sur YouTube, c'est pas forcément des bourgeois, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parfois c'est des bourgeois mentaux, mais c'est pas forcément des bourgeois. Mais quand tu te sens une espèce de devoir de pédagogie pour rééduquer les électeurs de Marine Le Pen pour qu'ils arrêtent d'être fachos, on est dans un truc, à mon avis, est voué à l'échec. Parce que les gens voient que tu les prends pour des cons, en fait, ça va pas aider. C'est surtout, à la limite, dans les débuts des années 2000, je serais prêt à croire la thèse, mais en 2026, je n'y crois plus. Enfin, à un moment donné, on sait très bien pourquoi les gens votent RN, pourquoi les gens votent Zemmour aussi. Voilà. Faut arrêter les conneries. On sait très bien quel est le marqueur qui pousse les gens à voter pour. Après, on pourrait parler justement de, en gros, vu que le capitalisme est en crise, c'est un peu comme le Titanic coule. Le Titanic coule, il n'y a pas assez de bateaux pour tout le monde. C'est ok de retourner à une forme, réactiver de manière extrêmement vénère. On va choisir les perdants et ceux qui survivent, quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est l'idée centrale du fascisme, c'est choisir les perdants. Ou se dire que simple choisir les perdants ou décréter que quelques-uns sont supérieurs. Donc si t'es supérieur, donc mécaniquement il y a des perdants, quoi. Donc oui, c'est par effet de domino, quoi. Donc en tout cas activer le contrat racial pour dire sachant que cette catégorie, la catégorie de race est extrêmement mouvante, et j'en veux pour preuve le Brexit, où le Brexit s'est bâti sur le racisme anti-Europe de l'Est. Maintenant, depuis le Brexit, l'Angleterre est devenue dans un racisme beaucoup plus classique qu'on le connaît en France, centré autour des musulmans, du conflit de civilisation et des chocs civilisationnels, etc. Mais le Frexit en Angleterre a été bâti sur le racisme anti-Europe de l'Est, tu vois. Donc effectivement, alors qu'en France, dans les années, c'était à l'époque du 10e Doctor Who d'ailleurs. À chaque fois, je prends ce repère chronologique. Donc les racismes, de toute façon, les racismes se nourrissent entre eux. Si tu laisses passer l'islamophobie comme quelque chose d'acceptable, tu vas te retrouver avec l'antisémitisme qui est renforcé. Les deux ne peuvent que grandir en même surtout temps. Que certains juifs ont le mauvais goût d'être juifs et arabes, donc à un moment donné c'est compliqué. Oui, en plus non mais c'est terrible, quoi. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Le truc, c'est que toutes ces questions identitaires, etc., donc pourrissantes de machin, il faut comprendre les fachos, faut comprendre les gens qui votent RN, il faut les comprendre, là il faut être pédagogue avec eux. Ça fait donc de l'énergie qui est dépensée, donc en vain, puisque c'est pas le problème, c'est un mauvais diagnostic, et toute cette énergie est dépensée complètement au préjudice des questions sociales qui comptent réellement, au préjudice des luttes politiques qui comptent réellement, ce qui donne à la sortie une gauche qui a du mal à mettre son projet en avant. Et le fait que le projet soit... Alors, il n'est pas flou pour les militants. Enfin, je veux dire, oui, moi, j'ai lu l'Avenir en commun, il n'y a pas de problème. Je vois très bien ce que c'est que le programme de LFI. Mais les gens normaux qui ne s'intéressent pas forcément autant à la politique que ça, en fait, ils ne savent pas ce qui est proposé. Parce que c'est... La seule chose qu'ils voient de proposer, c'est des espèces de trucs pédagogiques pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas bien de voter Le Pen. C'est la merde. Disons que ça avait une forme d'efficacité dans les années 80, mais maintenant c'est plus tellement efficace, quoi. Oui, parce que justement, là, on pourra en revenir sur Sarkozy. Ces idées du Front National, etc., elles sont vraiment émergées dans le débat public en France en 2002 avec le second tour Le Pen-Chirac. Mais à ce moment-là, Chirac qui refuse de débattre avec Le Pen dans l'entre-deux tours, etc., c'était des idées qui étaient pestiférées.
Et comme on en discutait juste avant, ces idées deviennent mainstream grâce à Nicolas Sarkozy. Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment eu un point de bascule avec la présidence de Sarkozy qui s'est fait élire avec une quantité non négligeable d'électorat FN. Voilà. Et qu'il a fait donc. C'est lui qui commence à faire l'hyper-président, etc. Et qui commence vraiment à, sacraliser la politique des têtes par-dessus la politique des idées. C'est-à-dire que tu votes vraiment... On a toujours un peu voté pour des têtes en France, hein, faut pas déconner. Les gens votaient De Gaulle, pas pour son programme, mais pour le personnage historique. Mais ça a atteint des sommets avec Sarkozy. Hollande, il a jamais été capable de tenir le cap, mais bon, vous êtes. Hollande s'est fait élire par des stations de la présidence Sarkozy, hein, faut ça qu'il faut savoir. Voilà, clairement. Et Macron, il est aussi dans ce truc-là. Et on se retrouve avec ces espèces de, de figures hollywoodiennes, tu vois, on dirait des héros. Enfin, ils essayent. Trump, encore plus premier degré, essaye de se faire passer pour un Avenger. Mais il y a ce côté-là, y compris chez Mélenchon, sachant que Mélenchon critique ça. C'est-à-dire que chez Mélenchon, c'est à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. Mais quand même, il joue le jeu de la figure paternelle de la gauche, tu vois. Et donc, on sort pas de cette espèce d'engrenage nul à chier. Et je pense que c'est une des raisons de nos difficultés, en fait, pour bouter le fascisme hors de nos cerveaux, enfin hors de nos médias, hors de tout, quoi. Parce que je veux pas dire hors du pays, parce que notre intérêt c'est que le fascisme soit bouté hors de la planète Terre, mais bref. On va l'envoyer avec Musk dans l'espace dans une Tesla. Voilà, c'est ça. On va l'envoyer, ouais. C'est le plan. Par contre, je vais switcher de casque parce que mon casque sans fil la batterie commence à être faible. Je vais switcher de casque. Attends. Mais oui, switch de casque. Hop. Alors, voyons voir. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Alors, on va continuer. J'aimerais bien parler un peu du carriérisme politique et du flanc que ça ouvre sur les attaques personnelles. Et notamment avec l'exemple d'Adria Capens. On a le droit de parler de ça. C'est d'une amie. Oui, vas-y. Écoute, il faut bien un peu nommer, faut bien un petit peu, quoi. Non, mais donc le mec, il a commis des violences conjugales, il a facilité la procédure en plaidant coupable, je sais pas quoi, blablabla. Bon, là-dessus, à partir du moment où il avait commis ces violences conjugales, il pouvait pas vraiment faire mieux, si tu veux. Quand on compare à d'autres qui ont été accusés de violences conjugales, c'est sûr que on peut pas, voilà. Mais il y a tout le truc où il a donc voulu continuer sa carrière politique, continuer à être député, etc. Ce qui a poussé toute une partie des militants filles à défendre le mec. Parce qu'il y a une espèce de personnalisation du mec et tout. Et on se retrouve donc avec une partie de la gauche parlementaire qui défend un mec qui a été condamné pour des VSS. Et on passe pour des cons, en fait. Mais alors, je voulais juste... Bon, c'est pas le seul exemple, hein. Mais cet exemple-là, on pourrait le prendre aussi avec comment ça s'appelle, Chikiru, on a le même problème. Il y a des bails un peu bizarres au Mich et tout, et il y a une espèce de bloc sur la personnalité politique parce que la personnalité politique a une certaine importance. Et j'ai vraiment, le coup de, ça affaiblit la gauche de fou. Et ne pas brûler ses idoles est un vrai problème parce que à partir du moment où tu concèdes ça, tu joues le jeu d'un certain confusionnisme. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais surtout aussi par rapport à Chikiru, pour vous dire le niveau que pouvait atteindre la madame, c'est au siège de les filles, la meuf, c'est carrément Lord Voldemort. C'est celle dont on ne doit pas prononcer le nom, quoi. C'est même au siège, elle fait peur, hein, enfin. J'ai pas creusé sur elle, mais elle fait partie des personnes qui sont attaquées pour leur bail, moins violemment que Katniss d'ailleurs. Et bon, ça. Je laisse aux auditeurs le soin d'être d'accord ou pas avec cette idée, mais toujours est-il qu'on en est là et que je pense que c'est en fait la sacralisation des chefs, c'est vraiment un concept de droite et le truc a déteint à gauche
C'est un vrai problème. Après, à gauche, il y a une tradition enfin, en tout cas, il y a des courants clairement autoritaristes. Hein. Marx en premier lieu, tu vois. Bien sûr. Non, mais voilà. Oui, non, mais je dis pas ça. Mais quand l'autoritarisme à gauche, tu vas glisser vers une forme de confusionnisme dans un certain sens, parce que tu vas accepter des préceptes de droite, en fait, d'autorité, de hiérarchie, etc. Et ça va tu peux pas être, je pense, solidement de gauche en étant autoritariste. Je pense que c'est incompatible. Je transmettrai l'info à Dominique pour savoir ce qu'il en pense par rapport à Padu. Bref. Pardon. Je name drop encore, Ah, tu name drop. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ah oui, il parle des gilets jaunes dans l'intro, donc j'avais noté sur les gilets jaunes aussi. Ce chapitre-là, à la base, j'ai totalement skippé la partie sur les gilets. J'ai pas lu, je m'en suis dit, je m'en tape des gilets jaunes, ça n'a jamais existé. Il en parle à plusieurs moments. Et ce qui est intéressant avec le mouvement des gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement massif. Et c'est un mouvement avec une forme de naïveté politique, c'est-à-dire que les mecs, ils ont décidé... ils étaient vraiment dans un truc, j'allais dire, une version très naïve de la lutte des classes, d'une certaine manière. Ça n'a jamais été formulé comme ça. Mais c'est vraiment les petits contre les puissants, les petits, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient des gros faf. Et donc, ils intégraient tout le monde. Et il y avait une espèce d'apolitisme déclaré, comme quoi on n'est ni de gauche ni de droite. Et à partir du moment où tu poses ce cadre-là, c'est la défaite assurée, quoi. Oui, alors c'est la défaite assurée d'une part, mais si tu poses pas de solution politique à la crise, juste t'es là et tu fais on n'est pas content et ça rime à rien. Mais après, il y avait des solutions politiques qui ont germé et tout, qui ont été proposées, et les propositions des Gilets jaunes étaient quand même très à gauche pour la plupart. Donc le machin n'était pas à proprement parler antipolitique, mais le machin acceptait sans problème n'importe qui, y compris des fachos, y compris des antisémites, y compris des négationnistes, etc. Et il y a un certain problème de la gauche. Enfin, dès que tu deviens une gauche, vraiment un mouvement de gauche, typiquement la FI a ce problème aujourd'hui. Le mouvement de gauche est assez large, et quand tu as un mouvement de gauche, il y a autant de personnes dedans, forcément. T'as des mecs avec des biais un peu chelous, des croyances un peu bizarres, tu vois. Non, mais quand le chef, qui vont sortir des dingueries. Quand Mélenchon dit que oui, voilà, c'est le peuple de Jésus, enfin c'est son peuple qui a mis Jésus sur la croix, sur BFM TV en 4K. Voilà, je fais gros. Ça c'était chaud. Putain, mais il aurait jamais dû dire ça, mais compliqué. Mais voilà quoi. Donc ça, non, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et on a vraiment un problème de tête dans le guidon par une espèce de d'urgence du moment, quoi. D'urgence du moment, de naïveté. Le fait qu'on est dans une situation où en 2027, en gros, la seule personnalité de gauche qui a de la chance d'arriver au second tour, c'est Mélenchon. On est dans la merde. Parce que c'est pas du tout sûr qu'on réussisse à échapper au fascisme. Puis même Mélenchon, je trouve qu'il est inquiétant sur pas mal de points aussi, tu vois. Il est inquiétant comme gars. Il est inquiétant. Son rapport à la Chine, son rapport à Taïwan, son rapport aux autres dictatures, etc. Sur l'international, il a des takes pas top. C'est ouf. Moi, il me fait un peu flipper, quoi. C'est pas Mélenchon est bel sujet, mais oui, on pourrait creuser là-dessus. Et il est très très imparfait. Il y a des tas de choses qui vont pas. On a hâte qu'il puisse prendre sa retraite. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de successeur, en fait. On n'a pas de successeur qui soit au niveau. Mais justement, c'est qu'on est coincé dans cette idée qu'il faudrait un successeur. Alors, ce qu'il faudrait, serait vraiment sortir de la personnalisation de la politique, sortir de cette idée d'avoir un chef. Il faut avoir, au contraire, toute une kyrielle de personnes. Donc, au lieu d'avoir un chef, avoir plein de gens qui sont actifs, quoi. Un truc, je sais pas quoi. On brûle nos idoles. Oui, mais moi, un de mes axiomes de base en politique, c'est toujours, pour moi, la clé, le point central de toute réflexion, ce sont les mouvements sociaux. Donc, mais sauf que là, les mouvements sociaux, c'est un petit peu mort, on va dire, et puis les gens ont la tête dans le guidon. Mais effectivement, d'un point de vue logique, élection, voilà, démocratie représentative, etc., oui, Mélenchon.
Moi, je dirais qu'il a plein d'héritiers. C'est juste qu'il en a vraiment beaucoup. Et c'est sûr qu'on peut pas les ordonner dans un classement du meilleur. Parce que c'est pas un truc de gauche, quoi. C'est pas le logiciel de la gauche. C'est pas d'avoir une dynastie avec des héritiers, en fait. Merde, les gens, faut sortir de cette logique. C'est pas faux, mais ouais, ça s'est vu 2-3 fois quand même. Ça s'est vu 2-3 fois. Ça s'est vu 2-3 fois parce qu'on est piégé dans ce truc de merde. Et pour moi, ce truc de merde est un terreau fertile au confusionnisme et il faut s'en débarrasser. Ouais, c'est là aussi. Bon, moi, il faudrait peut-être aussi un appareil aussi de formation pour les camarades sur Internet, mais bon, après ça, c'est les obsessions, on va dire. Certains diraient que ça sert à rien. Non, certains diraient que ça sert à rien, et non, je vais pas donner de place du camarade. Qu'il n'y ait pas des camarades qui sortent des trucs sur les dragons célestes sans savoir à quoi ça fait référence. Non, mais ça, c'était, non, mais, tu sais, non, mais ce genre de truc, c'est évitable, il faut juste, enseigner à ces gens, les tropes débiles antisémites qui circulent sur Internet. Et puis ensuite, vous voyez, ça, ces mots-clés-là, attention, c'est piégé, ça veut dire telle et telle chose. Ou sinon, dire à Rima Hassan qu'il faut qu'elle arrête de relayer sur Twitter des médias, je crois, des médias transphobes et antisémites qui disent que Stanford ou Oxford est manipulé par les Juifs. Voilà, ça serait bien. Alors, j'aimerais te répondre quand même que à ce titre-là, il n'y a pas du écrit ce qui explique qu'il faut arrêter de faire chier Rima Hassan parce que sinon Mélenchon ne pourra pas être élu. Oui, bien sûr. Non, là, j'admets, je pêche, j'ai caricaturé. Oui, mais bon, arrêtons de dire qu'il y a des problèmes. Il y aura que des trucs bien. Oui, je connais le syndrome. Oui, je connais la logique de Stahl. Voilà. Donc non, mais on va revenir sur les bases. Le fait est que nous sommes dans une montée historique du fascisme. On ne peut pas se permettre d'être conciliant avec le bullshit. Le bullshit qu'on fait de ce genre. On est obligé d'avoir une espèce d'hygiène. D'hygiène mentale, c'est ça ? Non, d'hygiène de gauche. D'hygiène de gauche. Alors, je veux pas dire pureté militante, etc. Et je veux pas dire non plus qu'il faut attaquer et harceler les camarades à la moindre impair. Il faut en discuter posément, etc. entre adultes. Il faut pas jouer le jeu des réseaux sociaux, de l'indignation, etc. Quand on fait de la merde, on peut déjà essayer de discuter entre nous en privé au lieu de faire ça devant les fachos sur Twitter. Enfin, là, je dis ça, oui, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Oui, mais il y a tout un business, il y a tout un truc de validation sociale de l'indignation, tu vois, c'est là aussi. Voilà. Et alors ça, pour moi, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. S'indigner, pour aller pousser les camarades sous le bus parce qu'ils ont dit de la merde, je pense vraiment que c'est pas comme ça qu'on avance. Je pense que c'est comme ça qu'on braque les gens. Et que ça rime à rien. Surtout par rapport à un truc. Bon, j'ai pas cité les blazes, je vais pas nommer, mais par rapport à un truc qu'on avait fait justement, de mise en avant d'un certain d'un certain youtubeur pour lutter contre un autre. On m'avait reproché justement d'être complaisant avec ce youtubeur qui a vraiment eu un comportement de harcelant, agressif, etc. Ce à quoi j'avais répondu oui, mais il y en a un à 3000, il y en a un à 300 000. À un moment donné, c'est imparfait. La logique en elle-même est critiquable, mais d'un point de vue concret, je me dis, on s'occupera du sujet à 3000 un peu plus tard, on verra s'il croit aussi ou pas, mais déjà, on reste concentré sur celui qui a un peu moins de 300 000 abonnés, qui lui est une menace immédiate, et voilà quoi. Donc après, je dis pas que c'est bien, je dis pas que je demande compréhension, je dis juste, voilà la logique interne. Moi, j'accepte de me faire défoncer, mais voilà comment je vois le truc. Et la plupart des gens même, quand dans la détestation de certaines sphères sceptiques sur Internet, en général, quand les gens sont là, puis après, quand on prend un par un, qu'on en discute de manière raisonnée et raisonnable, et bizarrement, 9 fois sur 10, ils disent, ouais, Martin, il est agressif, mais il a quand même de vraies raisons quand même, tu vois. Donc, à un moment donné, mais à ça, faut faire du un par un, parce que s'adresser faire une vidéo Internet où les gens vont pas vraiment écouter, etc., ça n'a pas de sens. C'est pour ça que d'ailleurs, par rapport à Wild Like Demon, j'avais pas répondu parce que que je réponde quoi? Je savais très bien ce qui s'y jouait, je savais très bien qui compose le public de ces gens-là. C'est pas ma rhétorique fut-elle brillante qui allait changer le rapport de force. Moi, je me situe un peu plus sur le temps long, on va dire. On verra bien. Oui, mais voilà. Martin, oui, est-ce que tu as procédé par mail par la suite? Par mail, c'est-à-dire? Est-ce que tu as procédé par mail? Par mail? Martin Eden procède par mail.
Toujours, oui. Non, pardon, je suis désolée, c'était complètement gratuit. De temps en temps, j'ai les gens sur Discord, on discute. Après, les gens ont des accords de m'insulter de tous les noms. Il y en a quelques-uns, des camarades d'ailleurs de gauche qui pouvaient pas me blairer il y a encore 2 ans. Puis finalement, quand la discussion s'est un peu enclenchée, sur certains trucs, je vais pas dire qu'ils me valident parce que ça serait exagéré, mais ils comprennent un peu la logique interne. Ils sont beaucoup moins énervés, tu vois. Mais sauf qu'à un moment donné, après, c'est vachement sur autour de moi, mais j'ai envie de dire, c'est pour ça que moi, je suis vachement, par exemple, beaucoup moins critique d'un Usul, sans dire que les désaccords n'existent pas, tu vois. Je dis juste que, Usul, tout le monde veut sa place, mais personne veut le harcèlement, tu vois. Je serais peut-être un peu plus, il y a certains points, je serais beaucoup plus cool, on va dire, que d'autres, on va dire. Donc, voire même certains, c'est pour ça qu'à un moment donné, tant qu'on n'est pas un peu dans la sauce, on peut pas vraiment comprendre. La politique, c'est pas juste que du débat d'idées. C'est pas que du débat d'idées, c'est aussi résister à la pression, c'est aussi résister au stress, c'est aussi résister à pas mal de trucs. Et donc, voilà. Alors, figure-toi que c'est entre autres pour ça que parfois Mélenchon il sort des dingueries et j'ai du mal à lui en vouloir parce que le mec il se tape une pression de fou, quoi. Mais il fait chier. C'est vraiment temps. Ce serait vraiment bien pour lui qu'il puisse prendre sa retraite. Et là, il peut pas prendre sa retraite. Et c'est désolant. Et il faut qu'on sorte de ce système de merde. C'est pas possible. C'est vraiment. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans une organisation de la société au niveau politique qui favorise le confusionnisme. Oui, une certaine, l'autorité, le confusionnisme, la division sociale de la chose, oui. Voilà. On vit dans la société capitaliste. À un moment donné, il y a toujours des répercussions. Ouais. Moi, je sens ce truc-là, de me lever à 3h du matin, bosser dans le froid, aujourd'hui sous la flotte, où franchement, putain, il faisait ultra froid, en plus, la pluie, enfin bref. Et à côté de ça, je me dis, il faut que, tout à l'heure, je vais enregistrer avec Misandrie sur un livre de gros héros de 600 pages, d'un livre sur le confusionnisme écrit par un professeur de sciences politiques. Donc, à un moment donné, tu vois, il y a, la société est complexe. Je vais pas dire la société est complexe. Ouais, non, c'est complexe. Après, toi, je suis d'accord, t'es un peu grande gueule et t'envoies chier des gens. Moi, j'aurais du mal. Peut-être qu'un jour, tu m'enverras chier un peu. Je sais pas. Je suis quand même très souple. Mais j'en sais rien. Je suis quand même très souple. Mais le fait est que si je merde et je sors une connerie, je me fais envoyer chier par un mec qui se lève à 3h du mat pour aller bosser sous la pluie, je me dirais ouais bon ok le mec il se lève à 3h du mat pour bosser sous la pluie quoi. Bon, il y a un moment donné, je pense que je suis beaucoup plus calme, patiente, etc. que toi, mais je me lève pas à 3h du mat pour bosser sous la pluie. Ouais, mais puis voilà, quoi, je sais pas quoi dire. Mais après, d'un point de vue comportement, tu vois, de par mon parcours politique, etc. Après, c'est utilisé contre, de temps en temps, dire que Martin, c'est le suceur en chef des Juifs sur Internet, un narco-sioniste, j'ai vu ça par moment. Mais oui, bon, tout ça, j'accepte, en fait. Moi, je dis, bon, écoute, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, moi, j'accepte. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'essaie d'être souple, j'essaie d'être, de par mon parcours politique par rapport au confusionnisme, il y a un écho, somme toute, très individuel. Donc, effectivement, c'est quand je parle confusionnisme, je parle aussi un peu de mon parcours. Donc, je serais tenté d'être un peu charitable, mais quand je vois par exemple, je vais prendre l'équivalent de mon équivalent, mon némésis chez PDH aussi, qui est passé par le soralisme, le confusionnisme, le New Age, etc., mais qui a fini chez PDH, tu vois. À un moment donné, moi, à un stade, je finis, mais gros, Enfin, moi, personnellement, tu vois, mon parcours, je me suis arrêté, j'ai levé le pied, voilà, j'ai arrêté d'écouter Soral, j'ai arrêté de lire Comprendre l'Empire, etc. Et je me suis mis à lire d'autres bouquins, et j'ai écouté d'autres émissions, je me suis instruit, etc. Enfin, après, est-ce que j'ai raison ou pas? Moi, je pense que oui, mais en tout cas, on va dire sur la thématique de l'antisémitisme à gauche, j'ai pré-shot le sujet, et c'était pas un petit sujet d'ailleurs, mais enfin bref. Et comment dire, et donc ouais, j'ai lu, je me suis instruit, puis je me suis dit, voilà, j'ai à peu près cerné le problème, bien que le sujet était extrêmement vaste et extrêmement tentaculaire, tu vois, parce que dès que tu touches à la question antisémite, tu touches à une certaine vision du socialisme, quel genre de socialisme tu veux, mais Karl Marx avait un petit peu des techs un peu antisémites, tu te rends compte que Proudhon était un petit peu un racisme aussi misogyne, etc. Donc à un moment donné, ça renvoie toute une série de problématiques, en fait, et puis tu te rends compte dans l'antisémitisme aussi, il y a un aspect un peu misogyne aussi, tu vois, parce que les juifs peuvent être potentiellement dire que oui, ils sont un peu efféminés, un peu des faibles physiquement, donc ils essaient de te manipuler. Donc ça renvoie à la question aussi du patriarcat, etc. Donc pour moi, je vois tout l'antisémitisme et le fait de me cultiver par rapport à l'extrême gauche m'en renvoyer à tout un tas de sujets. Là où j'aurais pu finir sceptique, anti-secte de base en fait. Mais sauf que ma curiosité m'a poussé à m'intéresser à tous ces sujets-là en même temps. En fait, après on peut dire que je l'ai mal fait, que à force de tout faire à la fois, il y a des trous dans ma culture politique. Et ça, je dirais, oui, c'est vrai. On a toujours besoin d'autocritique, de recul, d'échange, etc. Mais autant que
Que faire se peut que les échanges essayent de se passer dans une bonne ambiance avec un thé, quoi. Enfin, je sais pas si vous voilà, mais après, quand je vois les gens qui ont à peu près mon parcours dans leur entre guillemets remise en question, je suis là, mais je suis effaré par le niveau, enfin, je suis égaré par le niveau de n'importe quoi en fait. Donc ça me paraît totalement délirant, quoi. Enfin bref. Donc moi, je suis pour la souplesse. Mais enfin, par exemple, tu vois, j'ai invité même Droitard Fragile pour parler de la pensée libertarienne. Tu vois, le gars, c'est pas un anarchiste. Voilà, j'essaie d'avoir un angle politique cohérent, mais tous les invités que j'amène sont pas des purs anards, en fait, tu vois. Donc à un moment donné, les seules personnes avec qui on peut vraiment pas discuter, je veux dire en public dans un truc, c'est clairement les fachos. Enfin, je veux dire, tu discutes jamais avec un facho comme ça sert à rien, parce qu'il va t'amener sur ces thèmes et tu vas juste donner de l'ambiance à du bullshit. Donc tu peux pas discuter sur les fachos. À la limite en privé, si tu sais ce que tu fais, mais c'est facile de tomber dans des pièges, hein, parce que la pensée facho, elle avance masquée et elle peut être d'une certaine manière très séduisante si t'as pas la culture de reconnaître le bullshit. Je sais pas, après, je pense que sur ça, Zioclo pourrait en parler pas mal, tu vois, de ces thématiques-là, tu vois. Voilà, exactement. Bah, typiquement, je pensais à lui. Ah, je m'étais pris une volée de bois vert de la part de certains mutus quand je suis allée chez lui là dans le cadre du drama machin dont on parlera pas. Oh purée, c'était violent. Voilà. Et alors il est 15h32. Dans un quart d'heure, faut que je parte. Je te proposerais bien pour finir de lire un peu des parties de l'introduction que j'ai relevées qui sont intéressantes. Vas-y. Alors voilà, donc là c'est la partie où il parle donc vers une gauche d'émancipation. Donc c'est si vous voulez, je vous dis le bouquin se propose de trouver des solutions pour sortir de cette merde. Et donc il parle de Macron et de la gauche d'émancipation, enfin de l'émancipation, pas la gauche d'émancipation, excusez-moi, pour Macron. Et voici ce qui est écrit. Pour Macron, l'émancipation se présente comme une version sociale libérale et donc édulcorée du thème de l'égalité des chances sur 3 modalités emboîtées. J'admets que si j'ai parlé d'égalité des chances d'après Pétain dans son discours de soumission éclair plus tôt, c'était un petit peu voulu. N'oubliez pas que l'égalité des chances donc est un concept complètement creux qui a été inventé par Pétain et puis ensuite repris probablement sans savoir que Pétain avait initié le truc. On s'en fout. C'est un truc creux. Donc 3 modalités emboîtées. Premièrement, le poids des inégalités de départ n'est pas suffisamment pris au sérieux. Et là, on a tendance à être d'accord. Et une éventuelle remise au même niveau lui semble alors faussement aisée. Et voilà, c'est là qu'on est dans une espèce de confucius-centrisme où on va en fait décourager une éventuelle remise à niveau des inégalités parce que ce serait trop facile comme solution. Et quand on lit ça, si tu fais pas attention, tu peux avoir l'impression que c'est censé être d'accord et tout. Et en fait, c'est un truc qui te bouffe le cerveau, quoi. Et puis alors quand c'est dit avec Macron, tu vois, avec son ton très calme, très posé, machin, enfin bref. Bien que physiquement, il ressemble beaucoup quand même à OSS 117, je trouve. Hein. Oui. Ce bien hypothétique départ sur je vais y arriver. Ce bien hypothétique départ sur une même ligne, donc l'égalité de chance, débouche sur la compétition de chacun contre chacun au sein des marchés dont les logiques structurelles sont elles-mêmes inégalitaires, la concurrence généralisée ne constituant pas par ailleurs un horizon émancipateur souhaitable. Donc là, c'est une espèce de concession où aussi on a tendance à être d'accord, mais tu sens qu'il y a la douille. Et 3, il s'agit au final d'ouvrir peu à peu à d'autres profils sociaux le cercle dit dirigeant et non de remettre en cause la division sociale structurelle entre dirigeants et dirigés. Et là, on en arrive donc à la conclusion donc très conservatrice. On ne va pas abolir le capitalisme, on va juste vous donner un petit peu plus la parole. Voilà. La parole qui n'a aucun impact sur le réel, voilà. Voilà, c'est sa parole qui n'a aucun impact sur le réel. Et ça, on est sur une espèce de bloubi-boulga. Alors, il appelle ça le bricolage idéologique, je crois, dans l'introduction, mais qui fonctionne très bien parce que formulé comme ça, et c'est pour ça que je dis que c'est important, que je suis d'accord avec l'auteur quand il dit que c'est important de pas caricaturer, formulé comme ça, c'est comme ça que c'est présenté, et c'est que quand tu le présentes de cette manière-là, sans le caricaturer, où ça a l'air intéressant et pertinent, que tu peux comprendre à quel point ça peut être vicieux, en fait, le truc. Et le truc suivant, c'est page 62. Alors, on en est où ? Je suis page combien là ? 60, 61. Est-ce que je suis là ? Oh. Ah ! Je vais y arriver.
Donc là, on est sur le point de vue de l'auteur. Une des hypothèses principales de ma démarche dans ce livre associe 3 propositions sur ce plan. Premièrement, il y a certains mécanismes sociaux dans les sociétés individualistes contemporaines en tension avec des logiques sociales allant dans d'autres directions, favorisant les focalisations identitaires. Donc en gros là, donc il pose le constat de pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec les thèmes confus qui sont devenus complètement omniprésents dans le débat public. Ces mécanismes participent des matériaux qui sont bricolés idéologiquement, en un sens identitariste, par des courants ultra-conservateurs. Donc, on en revient au fait que le confusionnisme est un outil des ultra-conservateurs, tout en se nourrissant également d'interférences confusionnistes avec des secteurs de gauche modérés ou radicaux. Donc, le fait que les secteurs de gauche sont entraînés, que ce soit consciemment ou inconsciemment, par une forme de naïveté politique. Alors, la naïveté politique, ça va pour le mec qui est gilet jaune, hein. Pour quelqu'un, je sais pas, mince, comment il s'appelait De comment Émeric Caron, il n'a pas de naïveté politique, faut pas déconner. Il fut encore 2-3 ans en arrière, j'étais charitable avec Émeric Caron, mais j'avoue que cette charité s'est envolée. Voilà, donc les secteurs de gauche qui se mouillent dans ce jeu-là, ça peut être par naïveté politique. Quand c'est des cadres dont la politique et la profession, il ne faut pas déconner non plus. Quoi. Et 3, la reproblématisation d'une critique sociale structurelle à l'horizon émancipateur a, entre autres, comme défi de travailler des problèmes qui sont traités dans des cadres identitaires, tels que les attentes déçues de reconnaissance, des réactions à des expériences de stigmatisation, des incertitudes dues à des dérèglements des boussoles individuelles et ou collectives et des demandes corrélatives de repères stabilisés. En gros, là, il parle des gens qui se mangent le racisme, l'instrumentalisation de la laïcité, toutes ces merdes confusionnistes. Ou encore le souci d'attache au monde naturel, mais dans le cadre non identitariste d'une philosophie politique de l'émancipation, positionnant les cristallisations identitaires comme secondes et plurielles. Ouais, voilà, en gros, sortir de l'idée identitaire, même s'il faut respecter les parcours individuels et les difficultés qu'ils rencontrent. Oui, parce que voilà, c'est le militantisme, c'est avant tout des individus qui réagissent à un contexte aussi qui leur est défavorable. Voilà, tout simplement. Exactement. Donc respecter ça et vraiment dissocier cette question-là de la réaction par rapport à des contextes défavorables, etc. Des questions identitaires confuses de merde. Je dirais plutôt dépasser sa propre condition quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que par exemple quand j'ai lu par exemple l'autobiographie de Nelson Mandela, Un long chemin vers les libertés, lu par Theodore Atkin, le doubleur VF de Dr House, j'adore. Dr House qui raconte l'autobiographie de Mandela. En fait, Mandela au début, il est normal, motivé par il lutte contre le racisme et l'apartheid en Afrique du Sud. Sauf qu'à un moment donné, en termes en termes un peu métapolitiques, il s'est rendu compte que la solution, au-delà du racisme, c'était le communisme et le socialisme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la solution, c'est souvent sortir du capitalisme, sans vouloir spoiler. C'est pour ça que voilà, moi en tant que blanc, si c'est valide, etc. Si tu veux, moi mon intérêt c'est d'avoir des revendications de prolétaires. Sauf que avoir des revendications prolétaires, le prolétaire est avant tout une catégorie du capital. Donc, tant que tu resteras cantonné à tes revendications de prolétaires, tu seras encore dans le cadre du capitalisme. Je dis pas que je cracherai contre 200 balles en plus par mois, mais ce ne sera que 200 balles en plus par mois. Ce ne sera rien d'autre que ça. Ça sera pas émancipateur, ça sera pas, je vais pas cracher dessus non plus. Mais je dirais que j'aurais l'honnêteté de dire que ce n'est que 200 balles en plus par mois. Ce n'est rien d'autre que ça, qu'une augmentation, rendre confortable une situation qui était un peu moins confortable la veille. Mais je n'aurais pas fait un grand pas vers le socialisme. C'est faux, en fait. C'est absolument faux. Je dis pas qu'on doit cracher sur les acquis ou les conquêtes sociales. Je dis qu'il faut dire ce qu'elles sont dans le contexte où elles sont, en fait. Quand, par exemple, mai 68 s'est réglé aux accords de Grenelle, avec le SMIC augmenté de 30%, à partir du moment où tu parles accord de Grenelle, à partir du moment où tu causes négociation avec le patron, la révolution est morte. Voilà, clairement et nettement. Après, j'ai pas de mal qu'on dise oui, machin, etc., que on négocie un salaire plus énorme. J'ai pas de mal avec ça. J'ai pas craché dessus. Et je dis, mais ne faites pas passer ça pour un truc où on a renversé le capital. C'est faux. C'est tout. C'est tout, en fait, faut être clair. Tu viens exactement de poser le doigt sur le problème qu'a la gauche avec la gauche parlementaire. Voilà.
Voilà, tout simplement. Je trouve qu'on est bien comme conclusion là. Ouais, on est très bien. On est très très bien. On est très bien. Bah c'est cool. Alors, voilà. Likez, MJ like, voilà, s'il te plaît. La vache. Likez et dites-moi sur YouTube, voilà, et puis même sur Spotify. Vous pouvez commenter sur Spotify, c'est pas interdit. Hein. Et puis mettez 5 étoiles, partagez, tweetez, tout ça. Et enfin voilà. Misandry, Moriarty, Martin Eden, ce connard, enfin réunis dans un podcast, mon Dieu, Association du Chétan, quoi. Exactement, c'est parfait. Et bonne soirée les gens. Ok, portez-vous bien. Allez. Bonne soirée à vous et bannissez-moi ce connard. Allez. Allez.